Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Observatoire. Là, je suis après la conversation qu'on vient d'avoir et puis on a eu une fabuleuse conversation sur 3 sujets. On était censé d'en parler juste de 2, mais finalement, on s'est lâché lousse puis on a parlé de tout ce qu'on avait prévu. Donc, on parle de croix d'incarnation, on parle des croix des nœuds lunaires et on parle de la croix des lunes noires. Donc, c'est des sujets un petit peu ésotériques, un petit peu différents de ce que je fais honnêtement comme dans ma pratique hellénistique, mais j'aime bien amener des gens qui pratiquent de manière différente, donc pour avoir justement des angles de vue différents, puis pouvoir enrichir un petit peu ma pratique personnelle, puis par le fait même de vous permettre de découvrir peut-être certaines choses nouvelles. Donc, on plonge dans ces sujets-là. C'est vraiment intéressant. C'est un sujet qui est aussi très populaire. Donc, j'avais envie de venir apporter mon épaule à la roue, faire partager aussi les connaissances que Farah a sur le sujet. Et puis, je crois que c'est une discussion vraiment cool. Donc, je vous souhaite une très belle écoute. Et puis, sur ce, comment vas-tu, Farah? Ça va bien. Ça va bien? Très contente d'être là. Oui, on est quand même bien réchauffé. Là. Je pense que ça fait quoi, 2h30 qu'on discute hors caméra. Voilà. Je pense que ça va devenir une tradition de parler plus longtemps avant que pendant l'enregistrement du podcast. On a un beau programme. Oui, c'est ça. On a envie de plonger un peu dans une manière que tu as de travailler qui est, à mon sens, nouvelle ou que j'ai pas entendu beaucoup de gens parler de ça. Et puis, je trouvais ça intéressant parce que je veux justement que ce podcast-ci vienne observer ou vienne découvrir peut-être certaines façons d'utiliser l'astrologie qui sont différentes. Et puis, même si moi, je travaille de manière hellénistique, puis toi, tu as une approche un peu plus, on va dire, moderne, évolutive, humaniste, c'est toujours intéressant de voir comment il peut y avoir des parallèles entre tout ça, puis comment ça vient s'enrichir mutuellement. Ouais. Donc, je ne sais pas, tu pourrais nous faire une petite introduction peut-être de comment est-ce qu'on travaille avec les croix, en fait? Pourquoi est-ce qu'on travaille avec les croix? Alors, de base, pourquoi peut-être j'ai commencé à travailler avec les croix, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. En fait, je voulais amener le symbolisme de la croix, qui pour moi est quelque chose qu'on peut oublier. Donc dans le symbolisme, il y a plusieurs symbolismes, mais celui vraiment moi qui m'a marqué, c'est la notion de verticalité, parce que donc on a ce qui relie la terre au ciel, et d'horizontalité. Donc finalement une volonté aussi de se connecter à tout ce qui est là, dans l'instant présent, quelque part. Et quand on regarde, au début, moi quand je regardais une carte du ciel, c'est sûr que j'ai beaucoup d'oppositions dans ma carte, tu vois. Ouais. Et donc j'étais là, c'est intéressant, on dit que les oppositions, les 2 planètes se voient. Le fait est, c'est que, tu vois, quand tu vois une opposition, je sais pas, il manque quelque chose. C'est comme une chaise où il y aurait que 2 pieds. Oui. Tu vois, en termes de ressenti. On dit qu'il y a genre une certaine forme de tension, d'opposition, là, c'est dans le mot, mais il y a aussi une certaine forme de complémentarité, sauf que effectivement, il manque peut-être un certain truc. Tu sais, souvent, il faut que j'aille voir autre chose dans la carte pour voir est-ce que cette opposition-là est plus vécue positivement ou négativement. Tu vois, comment ça se relie ou pas. Alors, c'est sûr, ici, si on dit, je prends une croix, ça nous rappelle quoi dans une carte? Ça va nous rappeler un carré en tant que tel. Ouais. Et moi, ce que j'aime voir au niveau du carré, c'est que c'est la base d'une pyramide. D'où l'élévation de la croix aussi, tu vois. Donc, moi, ça me parle beaucoup, d'un point de vue personnel. Le fait est, c'est que cette notion de croix, je l'ai vraiment rencontrée par les travaux de Luc Viger au niveau de la croix de la lune noire. C'est à travers lui où je me suis dit « Ah, c'est intéressant, ok ». Et comme moi j'ai beaucoup d'oppositions, en fait, tu sais, en haut de la carte et en bas de la carte, et que après j'ai mon ascendant-descendant, ça m'a beaucoup parlé, dans mon travail personnel sans le savoir, vu que là, on sait que l'énergie de l'ascendant, on va s'en parler, l'énergie du descendant, ce sont des énergies importantes. Et j'avais beaucoup d'opposition avec, Je me disais, mais en fait, oui, ça m'a amené à travailler ma carte comme ça, à travailler ma vie avec ma carte, on se reprend ici. Oui. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que, pour moi, c'est une recherche avec la croix de complétude. Mais c'est vraiment une perception, parce que c'est pas quelque chose qui est écrit ou quoi que ce soit, mais qu'il y a quelque chose d'un peu plus complet. Et on va le voir notamment avec une des croix qui n'est pas connue, mais dont l'axe principal est connu, à savoir la croix des nœuds lunaires. Donc l'axe des nœuds. Tout le monde est habitué à travailler sur l'axe des nœuds, tu vois. Ça est plutôt connu. Mais là, je trouve, on va le voir tout à l'heure, quand tu rajoutes la croix, ça vient donner des indications qui aident justement à ce travail-là. D'un coup, tu n'es pas juste à faire du ping-pong dans ta tête. Tu dis, oui, c'est vrai que, entre guillemets, je me dois de déployer ces autres énergies qui viennent en soutien, en fait. On va regarder ça. Ce que je trouve intéressant, parce que j'ai feuilleté aussi un petit peu Luc Viger pour voir un peu sa manière de penser. Puis ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'est que ça vient ajouter une tridimensionnalité, en fait, à la carte. T'sais, on a vraiment cet aspect 2D de regarder le cosmos imprimé sur notre écran, là, mais d'y ajouter différentes
point de lecture. Puis ça, c'était un truc dans un autre épisode avec Vanessa DL, elle parlait justement de cette carte cachée qu'il peut y avoir quand on se permet de regarder un peu plus loin que juste les 2 points des nœuds lunaires. On peut découvrir une carte cachée d'une certaine façon ou une nouvelle dimension à sa carte natale. Puis je trouve que ça vient d'une certaine façon. Je trouve ça drôle que 2 personnes différentes viennent me parler de ça. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose pour moi ici à explorer. Oui. Puis ça vient un peu boucler la boucle avec, oui, le côté astrologique, on n'a jamais fini d'en apprendre, mais ça vient aussi ajouter une dimension spirituelle à l'astrologie que je trouve qui est intéressante quand même parce que ça reste ancré dans l'astrologie. C'est pas c'est pas que de plonger dans les symboles ou d'aller à l'infini de ce que la spiritualité peut représenter. Je trouve juste que c'est un cadre intéressant pour venir le mettre en application, en fait. Oui, et puis c'est sûr que là, alors c'est sûr qu'on prend les 3 croix parce que, en effet, le Luigi, il les amène, elles sont superposées. Ouais. Mais moi, au début, donc c'est vraiment la croix de lune noire. Je dis ça parce que, voilà, on peut commencer par n'importe quelle croix. Ouais. Mais c'est vrai que dans le processus, quand je suis tombée sur la lune noire, je trouvais ça très intéressant parce que dans ma carte originellement, ça soulève des énergies où je n'ai pas de planète. Enfin, au niveau là où il y a la lune noire, j'avais rien en fait, et c'est plutôt un signe où à la base, je me disais, je comprends rien à ce signe, etc. Et là, je suis là, t'as ta lune noire ici, ok, c'est intéressant, parce que c'est un endroit finalement occulté, on ne peut pas en entendre parler, même si on va le vivre à un certain niveau. Et j'ai commencé donc à travailler la croix de la lune noire en particulier, qui est la croix, on va dire, je ne sais plus comment il appelle ça exactement, mais pour moi, je vois ça comme l'aspect spirituel. J'ai tendance à dire, la lune noire, en fait, après qu'on y croit ou on n'y croit pas, moi je me suis jamais posé la question des vies passées et tout, pour moi je pensais que tout le monde croyait à la réincarnation. À 16 ans, j'étais choquée quand on m'a dit « tu crois toi à la réincarnation ?» J'étais là « c'est pas une vérité absolue !» Bon, d'accord. Ok, je vois genre. Bon, et en fait, donc la croix de lune noire, pour moi, la lune noire en signe, on ne peut pas le vérifier, c'est sûr, mais pour moi c'est une énergie, c'est l'énergie de l'âme. Donc qui est là d'incarnation en incarnation, elle ne va pas forcément bouger. Encore une fois, on ne peut pas vérifier. Donc je suis tombée là-dedans. Donc avec ce qu'on va appeler les fondations, donc les fondations d'âme. Et puis après, naturellement, il en parle, même si très peu dans son ouvrage, il y a cette fameuse croix des nœuds, qui au début, sincèrement, déjà que la lune noire, il faut l'intégrer. Oui, mais juste avant que tu ailles au degré des nœuds lunaires, le fondement qu'il appelle avec la lune noire, je pense, mais avec les lunes noires, parce que c'est un truc qui est à noter puis que je trouve intéressant, parce que la lune noire, je pense que ça a été un des premiers points, un peu, j'imagine, comme beaucoup de gens, qui m'a vraiment interpellé dans l'astrologie. J'étais comme, oh wow, ça peut nous parler de telle chose. J'étais à fond dans la spiritualité, puis là, j'ai embarqué direct dans la lune noire. Mais c'est de voir qu'il y a justement cette multiplicité de manières de la calculer qui vient aussi la rendre intangible et très difficilement perceptible. Quand tu dis que tu ne te reconnaissais pas dans ce signe-là puis que tu as vu qu'il y avait ce point-là, oui, ça te donne un point d'ancrage pour aller étudier peut-être cette partie de la carte pour toi, mais en même temps, c'est occulte et c'est pas nécessairement facile d'accès. Puis je pense que lui, il résume la croix des lunes noires au mythe fondateur ou à l'idéal, en fait, la croix de l'idéal. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que c'est au-delà d'une croyance. Si on y va dans le mythe, c'est plutôt une perspective quelconque sur notre histoire de vie, sur laquelle on est peut-être fondé. Là, ce qui me vient, c'est un petit peu comme de calculer quelle carte du tarot représente notre date d'anniversaire, par exemple. Ça peut être un symbole qui est très, très large ou qui peut se vivre aussi dans le moment présent. Donc, ça peut être intéressant de juste prendre ça dans son champ des possibles ou de conscience, puis voir comment est-ce que ça vient nous porter au fur et à mesure de notre vie. C'est surtout que, en fait, si tu veux, quand je l'ai lu, la lune noire, je me suis retrouvée. Tu vois, c'est ça le truc. Mais c'est juste que de base, ce signe-là en particulier, j'étais en mode, je ne le comprends pas, mais alors que je le vivais. Tu vois. Mais tu vois, c'est venu mettre les mots, en fait, sur peut-être une partie que tu n'arrivais pas. Voilà, c'est-à-dire, je voyais ce type de comportement. Là, c'est une lune noire Verseau, tu sais. Moi, j'allais te demander. Ce rapport à la liberté qui était très fort chez moi, mais en mode comme c'est décrit avec la lune noire, à savoir que c'était, on me disait, c'est vraiment quelque chose qui est dehors de la broutille. Et moi, c'était, pas tout le temps, mais c'était du genre, non, ça touche à ma liberté. Non, il a juste dit que demain, tu ne pouvais pas aller à X endroit, tu vois. Il n'y avait rien dans ma carte qui venait, tu vois, soutenir ça. Et moi, une genre de réactivité un peu. Réactivité qui n'était pas logique du tout, tu vois, en termes de... Et ça le faisait pas forcément à chaque fois, c'est pas du genre, cherchez pas à être libre, enfin, tu sais, j'avais pas ce genre de discours, mais dans certains moments, ça venait et chantait ce côté, non, mais tu m'empêcheras pas de créer, parce qu'elle est aussi en 5. Tu vois, c'est donc, quand j'ai lu cette lune noire, je suis là, oh, c'est intéressant. Et en effet, vu que la lune noire, quand on parle d'elle, parce que comme tu as dit, en effet, on va travailler, il y a 3 lunes noires, on va travailler avec 2 en majorité, c'est de voir que
c'est un endroit de la carte où on ne veut pas aller. Donc je veux dire, le fait que j'occultais, enfin déjà, elle n'était pas dans les premières cartes voilà, que je pouvais avoir en termes d'astro, tu vois, mais le fait d'occulter aussi ce signe-là, de dire « ah, je le comprends pas trop », oui, mais c'est qui tu es fondamentalement. Et en fait, qui tu es fondamentalement, par rapport au mythe de la lune noire, tu as été rejeté pour ça. Donc bien sûr que tu veux pas y aller, tu vois, de façon inconsciente. Oui. Peut-être, en une phrase, tu dirais, c'est quoi la lune noire, les lunes noires, tu sais, comme si on fait, une définition genre générale, si on peut dire. Vraiment générale, c'est bizarre à dire, parce que juste, je trouve que c'est mieux en comparaison. OK. Parce que les gens pourraient se dire, mais le soleil, c'est quoi? Okay. Le soleil, c'est vraiment la personnalité dans cette existence-là dont tu as besoin, enfin vers quoi tu tends dans cette existence-là. Mm-hmm. La lune noire, c'est ton essence. Tu sais, c'est un peu, moi j'aime à dire que c'est comme un parfum. Okay. Tu vois. Mm-hmm. Donc c'est autour de toi, c'est là, mais c'est pas touchable. Tu vois, même toi, tu ne sais pas ton parfum naturel. Oui, puis ça peut avoir un impact sur les autres sans nécessairement savoir ou comprendre que c'est ça qui est en train d'avoir cet impact-là. Surtout que quand on travaille avec la croix de la lune noire, c'est pas là où il y a la lune noire que ça va se sentir. C'est en face. En opposition. Okay. Voilà. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est intéressant à voir. Okay. Mais donc pour moi, en résumé, c'est vraiment qui tu es fondamentalement. OK. Puis tu sais, moi, je trouve ça super intéressant parce que justement, quand j'ai commencé à plonger dans ce que Luc Bigé apportait sur la lune noire, je trouvais ça intéressant parce que ça venait aussi un peu, pas en contradiction, mais ça venait ajouter beaucoup de profondeur à ce qu'on entend de la lune noire en général, qui est un peu le féminin reprimé, qui est aussi le mythe que j'entends tout le temps, c'est la première femme d'Adam et tout ça, tu sais. Donc, il y a vraiment cette notion de révolte ou de reprise de pouvoir, en fait. Il y a aussi cette notion de, je le mets en guillemets, mais féminin sacré, mais plus sombre, en fait. Pas nécessairement dans le côté mère ou protectrice, mais plutôt dans le mode passionné, rebelle, qui veut s'émanciper. Ouais. Ce qui est généralement réprimé si on fait vraiment des trucs stéréotypes. Là, et puis, je trouvais ça intéressant parce que j'ai voulu aller fouiller un petit peu, puis ça remonte quand même assez... ça remonte à loin, en fait, l'histoire de Lilith. Elle date du Panthéon, de la Mésopotamie, tout ça. Fait qu'il y a énormément d'histoires, mais tout comme un peu son calcul astronomique ou la définition... je te demandais une définition générale, sachant très bien que c'est pas facile de résumer 3 en 1, mais c'est un petit peu ça, à travers son mythe fondateur, qui est un peu imperceptible ou intouchable, à travers l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui, puis la manière qu'on l'utilise. Je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a quelque chose qui nous échappe, en fait, à travers toute son utilisation. Ouais. Après, c'est vrai que la définition de Lilith qu'on a, c'est Lilith. Tu vois, ce que la lune noire, toi tu le sais, là, mais donc dans la lune noire, avec Bigé, ce qu'il a mis en avant, donc on a 3 lunes noires. Donc on a la lune noire moyenne, la lune noire corrigée, la lune noire vraie. Ouais. En termes, voilà. Donc la lune noire vraie, Bigé en parle très peu dans son livre, donc on n'a pas tendance forcément à travailler avec elle. On va dire que c'est la clé pour passer de Lilith à la licorne, de la lune noire corrigée à la lune noire moyenne. Ouais, ou on pourrait dire même de l'ombre vers la lumière, d'une certaine manière. Le fait c'est qu'elle est souvent dans le même signe et la même maison. Donc, personnellement... non, moi, c'est dans 2 signes différents. Donc, peut-être ça pourrait être intéressant. Personnellement, c'est exactement au degré près, aux mêmes endroits. Donc, je suis là, bon, ok. Je sais pas trop, tu vois. Donc, mais c'est vrai qu'aussi, de base, elle n'est pas forcément très décrite, tu vois, dans l'ouvrage de Bigé là-dessus. Donc, bon. Le fait c'est que, donc, souvent, les définitions qu'on entend d'autres personnes, ça parle de Lilith. Oui. Ça ne parle pas de la licorne, parce que lui, il fait le distinguo des deux, finalement. Donc la licorne, c'est quoi? C'est notre absolu. Qui dit absolu dit très grande intransigeance. Il donne ce symbolisme de la licorne parce que c'est très mental, très dans la tête, en fait. C'est-à-dire que la lune noire, en fonction du signe où elle est, et du domaine de vie où elle est, genre on aurait une lune noire en 7, la personne sait exactement dans sa tête quel type de couple elle veut vivre. Okay. Mais ce qui fait qu'elle se coupe de l'expérience. C'est-à-dire qu'elle va être c'est là où l'intransigeance rentre en ligne de compte, c'est-à-dire, et en plus on n'a pas conscience de notre ligne noire, donc au début en tout cas, elle va par exemple dire, moi je veux un partenaire qui est comme ci, comme ça, parce que je veux vivre tel type de couple. J'ai eu une fois une consultante, pour donner un exemple, mais pour dire que c'est quand même assez fou, elle était venue me voir, elle me disait oui, au niveau relationnel et tout, certaines lunes noires se portent très bien en couple, je tiens à préciser, on ne va pas faire de généralité, souvent on peut le faire, mais elle me disait oui, au niveau des couples c'est plutôt difficile et tout. Ok. Je lui parle de sa lune noire, elle prend conscience, elle dit oui, ok, je me retrouve bien, Je sais pas, elle est revenue, je faisais des suivis à l'époque, elle revient, et elle me dit, j'ai rencontré quelqu'un. Ça va bien, on s'entend bien, hein. Je suis et il est plus petit que moi. Ok.
Oui, mais il faut qu'il soit plus grand. Ok, oui. Tu vois, et en fait, s'il n'y avait pas cette conscience-là de l'astro, elle aurait coupé court à la relation. Alors aujourd'hui, je sais pas, mais j'ai eu des nouvelles il y a peut-être 4 ans, elle a eu un enfant, enfin, tu vois, avec cette même personne, tu vois, ça. Mais c'est juste pour dire la personne, ça peut être aller jusqu'à ce point-là, tu sais, l'absurde, en fait, de dire, il est plus... Oui, mais l'absolu, l'absurde, où est-ce qu'on doit absolument répondre à toutes les coches... Mais en fait, parce que cette lune noire-là, parce que là, c'est la licorne, donc c'est l'absolu, mais il y a Lilith, les peurs. Donc les peurs, quelque part, c'est que la relation ne soit pas aussi parfaite que dans la tête. Donc on va s'en empêcher. Il y a une forme où il y a la lune noire de... Bon, j'aime pas le terme d'auto-sabotage, parce que ce serait à un autre niveau qu'on irait voir ça, mais il y a un peu ce côté-là, tu vois. On va aller à l'encontre de soi-même. On va s'interdire de vivre cette expérience-là, parce qu'elle risque d'être moins bien que dans notre tête. Puis ce que tu partages aussi, ce qui est drôle, c'est qu'ils ne sont pas en opposition l'une et l'autre. Non, la licorne et la Lilith... 20 degrés max d'écart, les deux. Ah ouais, ok. Donc des fois, elles ne sont pas dans la même maison. Ouais, moi, ils ne sont pas dans la même maison, ni dans le même signe. Ouais, mais ça reste des maisons qui se suivent. Ouais. C'est des signes qui se suivent, donc après, il y a l'histoire entre les deux. Mais c'est par exemple, toi, comme elles ne sont pas au même endroit, ça nous dirait que la croix problématique, je ne sais plus comment il l'appelle, moi je l'appelle la croix de souffrance, en fait, celle qui part de Lilith, parce qu'après, tu as la croix de lumière qui part de la licorne. Ouais. Bah, c'est comme si, toi, comme elles ne sont pas dans la même maison et dans le même signe, on pourrait peut-être se dire, c'est peut-être plus facile d'aller vers la lumière, mais il n'en reste pas moins que Lilith, c'est le dragon, c'est l'initiation pour accéder. Donc c'est juste que ça va être plus difficile pour l'astrologue, il faut vraiment bien maîtriser la lune noire pour en parler. Moi je peux te dire au début, comme il ne donne pas d'exemple, tu te débrouilles. Ouais. Mais voilà, donc à force, voilà, tu y arrives. Parce que c'est facile, c'est de dire, là où tu as le problème, tu as le trésor. Enfin, c'est facile, dans le sens où non, mais je vois bien. Alors que là, tu as le problème là, et en fait le trésor est à côté. J'ai qu'à aller à côté. Non, en fait, tu passes par là malgré toi pour que ça puisse se débloquer. Ben, tu pourrais quasiment dire que le trésor, le problème, c'est ton trésor, en fait. T'sais, d'une certaine façon, pour traverser, pour te délivrer d'un obstacle, tu dois passer au travers. T'sais. C'est un petit peu comme le travail de l'ombre, où est-ce que, on a tous une part de lumière, une part d'ombre à l'intérieur de soi, mais c'est pas en faisant fi de la part d'ombre qu'on s'en débarrasse. Voilà, c'est en plongeant dedans. C'est ça. C'est juste que le discours va être... En fait, c'est juste que pour le consultant, après, il y a comme 2 discours. Parce que quand tu travailles la croix, tu repasses sur les mêmes endroits quand ils sont collés, mais s'ils ne sont pas collés, c'est pas la même croix. Donc, en termes de discours, c'est un peu pour bien faire comprendre. Ça vient rajouter pratique. Ça vient rajouter beaucoup d'éléments parce que là, si on travaille en croix, ça veut dire que tout est doublé, en fait. Comme il y a la licorne, la Lilith, il y a des points qui sont en opposition à ça, et il y a des points en carré. Voilà. OK, fait que ça fait quand même... Pour quelqu'un qui a 2 signes différents, ça vient activer... 2 maisons différentes. Et 2 maisons différentes, ça vient activer le double, en fait. Oui, c'est ça. Donc 8 maisons sont activées et 8 points aussi sont peut-être plus sensibles à cette histoire-là du mythe fondateur. C'est ça. Okay. Donc tu vois, c'est un peu la différence. Mais n'en reste pas moins que, moi je trouve que c'est fait quand tu connais ta croix de lune noire et que tu es conscient, parce qu'il y a du monde qui, et c'est correct dans le sens où c'est pas un but en soi, mais qui en sont pas là. Dans le sens où la croix, il peut arriver que tu vas te retrouver sur un des points, mais pas les autres. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que ça circule. Il faut que l'énergie circule. Okay. Si ça ne circule pas, ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire même un point qu'on appelle le point de soumission dans la croix de souffrance, là, par rapport à Lilith, c'est un point qu'on n'a pas envie de voir, mais il faut voir que peut-être tu ne le vois pas, mais tu le vis. D'une façon ou d'une autre, il est vécu. Donc, c'est juste, en termes de conscience personnelle, à un moment, c'est que la personne arrive à le voir. Ça nous amène un peu dans un débat entre le libre arbitre, la fatalité aussi. D'une certaine manière, il y a certaines choses qui... déjà, le point de souffrance, c'est pas le point le plus sexy que je me dis, je vais aller regarder ça dans un point de soumission, mais sur la croix de souffrance, je me dis, c'est pas nécessairement là que je vais embarquer pour me plonger dans l'astrologie, tu sais. Mais c'est sûr que si on en arrive à ce point-là, ça peut être vraiment des clés intéressantes pour s'observer. Ça donne de grandes clés, tu sais, les cartes du ciel où les gens, ils ont tout le même endroit. Tu arrives avec la croix, ça ouvre la carte. Et la personne, ça lui donne... Donc ça l'ouvre aussi. Oui, parce qu'elle ne vit pas que quand son 2 maisons est activée, puis que le reste de sa vie ou le reste des mois, il se passe absolument rien. C'est ça. Et puis il y a des choses, ce fameux point de soumission, souvent les gens... Parce qu'en fait, ce point-là, c'est qu'est-ce que je fais pour être aimé. Souvent, les gens se reconnaissent dans ce point-là. Donc, quand tu as tout condensé, et que je parle à bonne soumission, donc qui est peut-être en carré, ou en tout cas pas du tout au même endroit, donc une autre énergie, là d'un coup, en plus, ça risque d'être d'autant plus frappant. Parce que dans le reste de la carte, il n'y a pas grand-chose qui vient l'expliquer, vu que tout est peut-être condensé. Puis ce que je trouve intéressant, tu viens de dire point de soumission, juste pour que je le réentende. Puis on dirait qu'il y a aussi un point de
d'acceptation ou de relâchement, d'une certaine façon. Si tu veux, tu as Lilith, ouais. tu as ce qu'on appelle Priyap, qui va être le masque qu'on va porter pour être aimé. Ouais. C'est un masque qui est nécessaire pour pouvoir se reconstruire. Un peu comme l'ego par rapport à l'âme, on pourrait dire? Oui, c'est-à-dire, en fait, il faut voir que Lilith, en fait, c'est le souvenir qu'on a été éjecté, et peut-être même pire, dans une autre vie, par rapport à notre don divin. Ouais. Puis tu dis une autre vie, mais ça pourrait être même une vie au-delà de l'humanité, là, dans le sens peut-être une vie de niveau divin, on pourrait dire, non? Il y a eu des incarnations. C'est parce que c'est l'ego qui a formé Lilith. C'est-à-dire que l'ego, à un moment, a tellement souffert que ça a créé comme une névrose. C'est une boule avec toutes tes névroses, en fait. C'est ça, Lilith. Et donc, en face, tu as Priyap, donc tu vas mettre un masque pour être aimé. Mais on le fait inconsciemment, tu vois, et c'est nécessaire, encore une fois. Puis je pense qu'une des façons que j'avais de parler de Lilith, c'était de dire, c'est la partie non acceptée, en fait. C'est les instincts primaires, peut-être aussi les pulsions émotionnelles, que les choses qu'on a envie de peut-être un peu mettre au carré, ou venir mettre sous le tapis pour retenir. Faire. Ouais. Parce que c'est vrai que Lilith, ça peut être les extrêmes aussi. Elle peut interdire autant qu'elle peut, la personne va être dans l'extrême. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, en général... Dans une société normative, on n'aime pas trop les extrêmes, on aime mieux que tout le monde soit au carré, puis on suit toutes les mêmes règles, tu sais. C'est ça. Fait que, on veut pas que ça dérange trop. Donc, c'est là que Priyap vient nous aider à... en fait, il vient nous aider à faire partie de ce monde. Voilà. En fait. Voilà. Mais il faut savoir que là, tout se joue intérieurement. Parce que personne... Tu sais, on est humain, quoi, donc on est un peu centralisé sur nous. Et on pense que... oulala... En plus, encore une fois, cette croix-là est très subconsciente. Je veux dire, on n'est pas dans les croix des nœuds ou la croix d'incarnation. Là, c'est vraiment... voilà. Et donc, tu es là, ok. En fait, tu te le dis pas. Tu vas commencer à porter un masque et donc Priyap. Ok. Le point de soumission, on a compris, c'est je ressens, quand on a conscience, et même avec ça, une culpabilité, parce que je sais que j'ai fait de la merde, entre guillemets. Je suis pas du tout dans le karma. Mais tu sais, j'ai fait des choses qu'il fallait pas, entre guillemets, et je me suis fait prendre. C'est un petit peu ça. Donc j'ai de la culpabilité parce que même des fois, ça a pu avoir des conséquences sur d'autres gens. Tu vois, je pense ici à une lune noire sagittaire. Lune noire sagittaire, il peut y avoir des mémoires de « Ah mince, j'étais tellement enthousiaste, je les ai amenés à faire la guerre, et en fait, on était 10 contre 1000, ils sont morts. » Tu vois, est-ce que moi, je suis digne vraiment de guider les gens aujourd'hui, tu vois. Et en fait, en face du point de soumission, donc, il y a le point qu'on appelle d'affirmation. Donc en effet, le point d'affirmation, le point de soumission, c'est tu vas faire des choses pour être aimé. Et inconsciemment, tu attends qu'on te reconnaisse. Sauf qu'en fait, dans ce point-là, personne ne t'attend, et donc personne ne te dit merci. D'accord. Donc à un moment, pas forcément tout le temps, c'est assez soudain, tu vas t'affirmer, c'est-à-dire tu vas te mettre en colère. Et dans un premier temps, tu vas te mettre en colère contre l'autre, ça c'est le premier niveau. Et puis, quand il va y avoir la croix de la lumière au niveau de la licorne, ça va devenir plus ou moins le point d'élévation. Tu vas commencer à aller vers ce point d'élévation quand tu vas comprendre que tu es en colère contre toi, qui n'ose pas être qui tu es. Donc tu n'oses pas être ta licorne. En gros, c'est ça. Je me rappelle tellement de la fois qu'on a fait une rencontre pour ma lecture de Lune Noire, puis à quel point j'avais l'impression de voir toute ma carte au complet se manifester à travers un seul point, mais tu sais, comme à travers deux croix. Pour moi, là, c'était deux croix, mais c'était vraiment prenant. Puis tu sais, quand tu dis d'avoir la conscience, mais c'est aussi d'être vulnérable, je pense, dans cet exercice-là, parce que tu te rends compte, en fait, que l'astrologue a accès à une partie de toi-même que peut-être même toi, tu n'as pas accès. Oui, il y a du monde qui pourrait dire « je m'y retrouve pas ». Et c'est bien correct, parce que c'est du subconscient. Donc c'est c'est ça, puis c'est pas une question à savoir est-ce que j'ai bien actualisé ou individualisé ma croix des lunes noires. Je pense que c'est un chemin, puis on a tous notre place sur le chemin. T'sais, là, je sais pas, on voulait toucher à plein de sujets, puis là, on a embarqué dans la lune noire. Mais ce que je veux dire, c'est... qu'est-ce que je veux dire? Ça m'est sorti de la tête. Mais tu parlais de... C'est qu'on a tous, chacun, à vivre notre expérience, peu importe où est-ce qu'elle est. T'sais, des fois, moi, j'ai tendance à dire les gens les plus spirituels ne le sont pas du tout. Et c'est très correct. Il n'y a pas de bonne façon de vivre la vie. Il n'y a pas de niveau. Parce que je pense qu'au niveau de la même s'il y a une certaine hiérarchie il y a une de compréhension. Dans les informations, en fait. Et on le voit bien dans la vie. Je veux dire, des infos que tu as aujourd'hui, si tu l'avais eu à 12 ans, tu n'aurais pas compris la même chose du tout. Donc c'est peut-être pertinent qu'elles arrivent plus tard. Mais c'est juste que je trouve que dans le domaine, avec l'astro et tout, beaucoup de gens peuvent... Parce qu'elle est fascinante, la lune noire. Donc elle fascine le public et c'est du genre... Moi, je dois trop me retrouver là-dedans parce que... Non, parce que rien du tout. Dans le sens, ça ne va rien dire de toi. En fait, c'est finalement retirer le jugement. Parce qu'on a tendance beaucoup à juger. Donc, mais toutefois, pour moi, quand tu es attiré, tu fais une démarche. Pas juste, tu regardes une fois. Moi, au début, la lune noire,
voilà, comme toute personne qui fait de l'astrologie, un truc nouveau. Et tu regardes, j'étais là, d'accord, je comprends ma lune noire, c'est bien, mais les autres, non. Ce que je veux dire par là, c'est que en plus, c'était lors d'un retour de lune noire, ça à mes 9 ans à revenir, que j'ai vraiment embarqué. Et que j'étais là, avec mon petit Mercure Taureau, en mode, je veux la comprendre. Je veux la comprendre. C'est-à-dire, je veux être apte que n'importe quelle lune noire, je sais en parler. Pas, attends, je dois prendre le bouquin, tu vois. Parce que ça veut dire que je comprends pas, là. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme des... Tu sais, il y a des moments. Donc déjà, si, tu vois, moi, quelqu'un qui va venir me voir pour la lune noire, bah, c'est pas anodin. Tu sais, ce que je propose, ça va pas parler à tout le monde, tu vois. Donc, déjà, si tu viens... Parce que vu comment je propose le truc, je parle pas juste de Lilith comme ça, je parle de la croix, c'est que, oui, il y a de fortes chances que ta croix, tu es en contact avec elle, tu vois. Ouais. Parce que sinon, tu irais voir un autre astrologue qui, oui, te parlerait peut-être de Lilith, comme on en voit, là, quand on regarde sur Internet, mais c'est pas le même degré, là, de... Non, je comprends. Puis, en fait, j'ai été très étonné quand tu as commencé à me parler de la lune noire sous l'angle de Luc Biget, de faire autant de parallèles avec la Kabbale, avec l'alchimie même, puis tout le chemin, on parlait de démarche, mais comme de passer de, on va dire, une incarnation divine à une incarnation terrestre et le retour vers le divin, qui est comme un peu... Je pense que c'est pas un but en soi, mais c'est plutôt d'être en mouvement sur ce chemin-là. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'on veut du mouvement dans la croix. C'est ça. Fait que, ça, je ne le savais pas, ça. Fait que je trouve ça super intéressant parce que ce que je trouve cool, c'est qu'il n'y a pas de finalité nécessairement. C'est comme... c'est vivant, d'une certaine façon. Ouais. Oui, et parce que, pour moi, c'est comme les autres éléments d'une carte du ciel. Avec les années, il y a des choses, je suis là, mais j'avais jamais vu de telle planète, tu vois, de cette façon-là. Donc, c'est un peu... Et je pense que la vie est une invitation, je suis bélier, mais est une invitation à l'émerveillement. Et quelque part, si quand t'étudies un truc que pourtant tu peux dire, je maîtrise, quoi, tu vois, et que t'es encore émerveillé de te dire, putain, je l'avais pas vu comme ça, là, il y a de la vie, en fait, c'est la circulation qui est importante. Donc, finalement, peu importe que ce soit lune noire ou autre chose, mais que tu arrives face, que ce soit de l'astrologie ou autre chose aussi, et que tu sens que, hey, j'avais pas vu ça comme ça, pour moi, c'est là où il se passe quelque chose. C'est pas tant de dire, est-ce que je suis dans les 4 points de la croix. Non, on veut pas t'emprisonner, tu vois. Non, c'est ça, c'est pas d'être trop pris non plus par cette croix-là. Tu sais, je pense qu'il faut se laisser traverser par elle, il faut pouvoir regarder a posteriori puis se dire comme, oh wow, ok, c'était ça pour moi, tu sais. Puis de vraiment être... Parce que je pense que d'essayer de capturer la lune noire, les lunes noires, c'est impossible parce qu'on ne s'entend même pas sur la manière de la calculer. Tu sais, on en a 3 manières. J'ai même vu qu'il y en avait une 4e, là, tu sais, parce que, en tout cas, il y a plein de monde qui... Je pense qu'elle a le dos large, Lilith. Je crois qu'il en parle de la 4e. Il en parle, oui. C'est un point complètement... Ça n'a rien à voir... je sais plus, c'est soit l'astéroïde... il y a l'astéroïde aussi. Mais en tout cas... Bon, bref. Ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de plonger dans l'expérience que ce point-là nous offre. Là, mon ordi va lâcher, ce sera pas bon. Donc, on est allé un petit peu, tu sais, comme dans Lilith, la lune noire, les lunes noires, tout ça. C'est super intéressant, mais ça reste quand même très intangible, tu sais, un petit peu comme ce que je disais. Fait que le deuxième niveau, c'est le niveau des nœuds lunaires, qui est en soi aussi un point des points assez fascinants pour les gens en général. On dit que c'est des points d'initiation dans une carte. Donc tout point d'initiation est intangible. C'est comme, il m'arrive par exemple, un mot physique indéterminé. C'est une initiation dans le sens, je le saisis pas. Tu vois, ok, c'est peut-être dans mon corps, dans le sens, tu vas lire un truc sur la lune noire ou peu importe, je vais capter un truc, mais c'est quoi la finalité ? Pour moi, dès qu'on ne sait pas la finalité, on est en initiation. Et donc, quelque part, la vie en tant que telle est une initiation, mais en tant qu'humain... Puis c'est une invitation à l'initiation, parce que c'est pas parce que tu vois l'appel que tu vas y répondre nécessairement. Oui, parce qu'on... Oui, et puis, quelle est la bonne réponse ? On n'en sait rien. Il y en a sans doute pas, mais voilà, où il y en a plein. Dans le sens où, tu vois, je dis ça parce que pour ramener au truc de symptômes physiques, après on va repartir. Mais c'est juste de dire, tu vois, moi je me suis beaucoup questionné, de dire, ok, quand quelqu'un a un diagnostic, tout le monde va dire, bah ouais, tu faut en guérir. Alors c'est bizarre à dire, mais il y a une part de moi, là peut-être très gémeaux, qui dit, ou pas. C'est juste, qu'est-ce que ça te fait vivre en fait, mais si je veux le résultat, en me disant, le meilleur résultat, c'est que ce soit comme ça, tu te fermes, et je suis pas sûre que la vie, au-delà des symptômes, pour n'importe quoi qui arrive, c'est ça qu'elle attend de nous, si elle attend quelque chose de nous. C'est ça, tu sais, à prendre avec des pincettes, je suis pas en train de dire que si tu es malade, il y a nécessairement quelque chose tu sais, comme, ou si tu as un deuil qui se présente à toi, tu sais, tout ça, je dis pas oh wow, trop cool, vas-y, c'est l'appel de la vie qui te met au défi, tu sais. Je veux dire, c'est de la vie, justement, puis c'est intense, tu sais, la vie est si riche parce qu'on sait qu'elle a une finalité, tu sais, d'une certaine façon. Et ça rappelle certaines choses, rappelle la finalité, comme tu dis. C'est les deuils, même quelqu'un qui a un symptôme, c'est le deuil de « Ah, quand j'avais pas de symptômes », tu vois, comme tu dis, dans les relations. Et en effet, c'est les deuils, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est comme si les deuils, donc la mort, nous ramènent à la vie.
Parce que d'un coup, tu te rends compte Tout à fait, oui, parce que c'est cyclique, là, tu sais, que ça dure pas, c'est bizarre. Oui. Non, c'est voilà. vraiment fascinant de voir ça comme ça. Puis, j'ai perdu mon flot de pensée. on a Mercure rétrograde, hein, ça paraît. Je suis comme genre... Non, c'est moi, j'étais en mode Mercure rétro-bélier. J'étais quelque part, et t'es là, oui, en fait, c'était pas là. non, c'est correct. Attends, on va revenir. Oh mon Dieu, j'ai vraiment zappé où est-ce que je m'en allais avec tout ça. OK, on va reprendre, mais j'ai vraiment des zaps mentaux en ce moment, là, c'est incroyable. Mais bref, on parlait des nœuds lunaires, on a fait une digression intéressante, mais là, je sais plus comment la ramener. En mode bélier. Bon, les nœuds. Ouais, c'est ça. Moi, je suis en mode taureau habituellement, puis là, je suis comme genre, oh mon Dieu, mais il y a rien qui est contrôlé. Mais c'est, tu sais, dans le fond, là, on a parlé du mythe fondateur avec les lunes noires. Quand on revient au niveau des nœuds lunaires, qu'est-ce que ça nous vient nous dire, en fait? Lui, je pense qu'il nomme ça comme la croix de la personnalité. Ou de l'existentiel, tu sais. Oui, parce qu'en fait, quelque part, la croix des nœuds, c'est un peu l'indication, tu sais, on parle de... Dans cette vie-là, c'est quoi que tu es venu expérimenter? Dans cette vie-là. OK. Tandis que la lune noire est beaucoup plus globale, en fait. Oui. Peu importe les vies, hors du temps, en fait. Voilà, la lune noire est... Alors que là, d'un coup, on est là, OK. Les nœuds lunaires, ils vont nous indiquer pourquoi tu es né dans telle famille, quelque part. Tu vois, parce que le nœud sud va nous parler de notre environnement, j'ai envie de dire, tu sais, du type d'ambiance qui était là. Oui, ça nous parle de qu'est-ce que tu as ramené avec toi aussi, mais pour moi, ça touche aussi quand même pas mal. Tu sais, je sais pas, j'ai un nœud sud en maison 2. Les valeurs, elles viennent de qui, à la base? Oui, ça va parler du foyer, tu vois. À un moment, oui, c'est peut-être pas la 4, mais tout va être en lien, en tant qu'enfant, à qu'est-ce qu'il y avait autour de toi. Ouais. Donc, il y a un peu un côté comme ça, de très par rapport à la personnalité. Pour que la personnalité, enfin, entre guillemets, pour que tu deviennes qui tu es, qui tu dois être, alors j'aime pas trop ces termes-là, mais bon, c'est pour qu'on se comprenne, dans cette vie-là, par rapport à ton signe solaire, voilà les dispositions dont tu as besoin, avec ce nœud sud, et on va te donner quand même une direction, on est sympa, de dire, il faut aller à l'opposé. À l'opposé, qui est difficile à saisir, puis quand tu as l'impression d'être bâclé. Tu sautes, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. C'est plutôt ça. Voilà. Puis, toi, les nœuds, tu les vois vraiment, le nœud sud, c'est plus comme les acquis que tu as, c'est les fondations sur lesquelles tu te bases un peu dans ta vie? Oui, en fait, je vois de deux façons, en fait. C'est ce avec quoi j'arrive. Donc ça veut dire autant les dons, les choses cool, que les barrières par rapport à où tu dois aller, bien sûr. Ouais. Donc il y a ces deux choses-là. Et en même temps, pour moi, une fois que tu as développé ton nœud nord, peu importe par quoi, donc le nœud nord, c'est le type d'expérience, c'est pas forcément, on cherche souvent une forme, mais pour moi, c'est le type d'expérience que tu es amené à vivre, tu vois. Ouais. Une fois que tu sens que, c'est vrai que je connais le domaine de vie où est mon nœud nord, je connais le signe, je trouve que quand même, j'ai quand même acquis pas mal de choses. Mm-hmm. Le nœud sud est un endroit de régénération. OK. Fait que c'est pas que négatif du sens tu pars avec quelque chose. Parce que ça, c'est une des histoires qu'on entend souvent, c'est qu'on doit se séparer de son nœud sud pour aller vers le nœud nord. Non. Mais ça peut vraiment être des acquis ou des choses qui nous sont utiles pour aller. En fait, oui. En fait, souvent, il y a un acquis qui va t'aider dans le nœud nord. C'est-à-dire que tu dois ramener quelque chose, entre guillemets, tu vois. Mais c'est juste que tu dois faire un peu le tri. Le tri. Tu vois qu'est-ce qui te bloque à aller vers ton nœud nord quand tu es un peu conscient des choses. Et pour moi, en fait, toute la carte cherche l'unité. Donc pour moi, ça n'a pas de sens de dire soit tu le délaisses et tu vas là. Pour moi, tout gère toute la vie et la carte, donc, c'est un cercle, une carte, en tout cas, de notre bord. Donc pour moi, c'est la notion d'unité qui est là. Donc tout, et on le dit, c'est complémentaire, mais donc on recherche l'unité. On va dire qu'on est dans un monde rassembler les parts épars. Voilà. Et là, tu te dis, même si c'est le nœud sud, c'est juste que, non, y a pas on sait qu'il n'y a pas tout à jeter. C'est comme si je disais, là, j'ai vécu une relation vraiment désastreuse. Ouais, mais même dans cette relation désastreuse, t'as des choses que tu vas garder en toi. Oui, ça fait partie de ton histoire, en fait. Puis là, ce que je me rends compte, c'est plus on remonte sur ces 3 niveaux de croix, plus ça ramène à la vie, en fait, de se permettre de faire circuler l'énergie là-dedans, tu sais. Ouais. Puis là, ce que j'avais en tête, tu sais, quand je disais qu'une des façons populaires de parler du nœud sud, c'est de s'en couper, mais quand on a le revers des nœuds, où est-ce que c'est à chaque 9 ans, je crois? L'inversion des nœuds, mais veut pas, ton nœud nord vient être en conjonction avec le nœud sud en transit, et il y a comme un partage de connaissances ou d'intégration peut-être, ou d'actualisation de cette histoire-là, du moins. Ouais, moi je dis une sorte de récupération d'un don, de quelque chose. Après, c'est sûr qu'en fonction des thèmes et de la conscience qu'on a de soi, tu sais, j'aime bien, tu sais, t'appelles là où on est, l'observatoire. Pour moi, l'astrologie et la vie en général, c'est beaucoup d'observation. Donc c'est toujours le degré d'observation. En fait, c'est être le témoin d'eux. Moi, j'aime bien la notion d'être témoin. Tu vis les choses, parce que voilà,
pas le choix des fois, je pense des fois on aimerait bien que non, mais voilà. Mais en même temps, c'est donc cette capacité d'observer et de se dire... ok, j'arrive à voir, parce que c'est très subtil la récupération. Tu sais, des fois, on s'imagine, on sait rien, mais on s'imagine comme des Harry Potter. Genre, j'ai récupéré la foudre. Non, ça va pas être aussi flagrant, tu vois. C'est pas un item qui te donne un pouvoir magique, là. C'est ça. Et donc, tu sais, des fois, tu sais, moi j'ai un nœud sud de Sagittaire, là, je me rappelle plus la dernière inversion des nœuds, donc voilà. Mais je pense que c'était assez subtil, tu vois. Je me suis pas dit à ce moment-là, il se passe quelque chose dans ma vie. Non, mais subtilement, c'est sûr que j'ai dû aller récupérer une qualité du Sagittaire. Ouais, puis peut-être qu'à un moment donné, tu sais, comme ça doit faire quand même pas si longtemps que ça, peut-être 2018, quelque chose comme ça, peut-être avant ça, 2015, 2017. Peut-être que dans 5 ans, quand tu vas avoir un moment de vie quelconque, tu vas pouvoir te dire comme, oh, mais attends, c'est quoi l'histoire qui est en train de se raconter? Ah, puis là, les jalons qui ont eu lieu pour toi, là, les inversions ou les retours, vont venir prendre du sens parce que tu es rendu à cette nouvelle étape dans ton histoire, en fait. Fait que c'est... les retours de nœuds, par contre, ça, c'est très frappant en général. Moi, j'en ai un qui s'en revient bientôt, là, en poisson. Là. Moi, je trouve ça... Moi, le mien, il était cool. Il était cool? Ah oui, c'est là où je suis partie pendant 1 an, là. Ah, ok, oui. Non, pour moi, c'était le meilleur moment de la vie, là. Je suis là, bon. Parce que c'est comme si, d'un coup... Donc, c'est tous les 18 ans, c'est pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est 18 ans. Dans 18 ans, souvent, t'es un peu... Tu sais pas forcément trop où aller. Après, donc, c'est vers 36-37 ans. Et quand c'est le cas, c'est comme si les énergies s'alignent par rapport à qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer. Bien sûr, ça va dépendre du reste de la carte, comme d'habitude et tout. Mais il y a ça. Et après, ça va être 54 ans, etc. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai vraiment, je pense, goûté justement à l'alliance d'une Sud Sagittaire et d'une Nord Gémeaux. C'est le côté... je suis partie en voyage, genre pendant un an de vie, j'avais jamais fait ça, de ces genres, donc t'as plus de domicile, et moi j'ai un nœud sud de 4, c'est aussi cette affaire-là. Ouais. Et d'un coup, j'étais beaucoup en contact des gens. C'est ça, moi, qui me plaisait dans l'histoire de voyager, donc le côté Gémeaux. Et donc j'avais vraiment le bon côté des deux. Donc j'étais beaucoup plus dans une ouverture Gémeaux, à me dire, les gens me touchent, il y en a qui m'invitent, je savais pas à ce moment-là. Une ouverture sur le monde, bref. Voilà, alors que le Sagittaire, ça peut être très... avec ses jugements, avec ce côté, moi je sais comment doivent aller les choses. Il n'y a que la connaissance qui compte. Et là, d'un coup, non, c'est l'humain. Et ça m'a vraiment montré. Mais tout en voyageant, donc c'était rigolo. Oui, mais ça vient vraiment encapsuler l'histoire, j'ai l'impression, de cette ligne-là dans ta carte du ciel. De cette ligne-là. Bon, après, le maître, il est en 9. Mais... Bon, on a un nouveau participant. C'est correct. Donc voilà. Je trouve ça intéressant parce que du point de vue hellénistique, il n'y a pas tant d'écrits sur les nœuds lunaires. C'est sûr qu'ils savaient calculer les éclipses, tout ça, parce que ça fait partie du point qui calcule les éclipses. Ouais. Mais souvent, on va dire que c'est plutôt le nœud nord va vers l'ascension et le nœud sud va vers la descente. Ouais. Et donc, quand on regarde ça dans une carte du ciel, par exemple, si tu as ton maléfique en secte, on va dire ton maléfique hors secte, donc la planète la plus challengeante, qui serait en conjonction avec ton nœud nord, elle se voit amplifiée, en fait, parce que c'est comme si elle avait elle était en ascension sur l'ellipse du Soleil, tu sais. Et puis, ça vient lui donner plus de force, plus d'outils, ou du moins plus d'outils pour faire qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc là, en l'occurrence, le maléfique hors secte ne vient pas nécessairement nous offrir des défis, bref, dans la vie, donc peut-être un peu plus prenants. T'sais. Où on dit souvent, les gens qui sont nés aux éclipses ont des vies un petit peu plus rocambolesques, peut-être avec des choses plus soudaines. Plus soudaines, on dirait qu'il y a comme une destinée qui nous guide d'une certaine façon, puis qu'on fasse ce qu'on veut, on ne peut pas trop en déroger parce qu'il y a tellement des événements frappants qui viennent nous recadrer. C'est le terme d'éclipse. Hein. Oui, c'est ça. T'as pas compris, il y a une accélération. Il y a une accélération, mais aussi, à contrario, il y a des fois des gens qui sont comme, j'ai beau faire ce que je veux, le monde ne me reconnaisse pas parce que je suis éclipsé d'une certaine façon, ou je suis obscurci par les circonstances. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un peu ça. Puis, je trouve ça cool parce que tu peux le laisser aller si tu veux. Parce que les nœuds lunaires, tu sais, comme... Je trouve ça intéressant parce que ça peut être utilisé comme un outil vraiment simple, un peu comme ce que moi j'ai tendance à faire, mais il y a une profondeur si on se permet d'y aller, puis qu'on ne l'utilise pas uniquement pour justifier comment est-ce qu'on se sent. T'sais, parce que je pense que c'est de la vie, c'est des chemins en fait que ces croix-là nous offrent, et puis c'est pas pour ceci donc cela, c'est plutôt de voir comment est-ce que si on se permet de se plonger dans le flot de cette énergie-là, qu'est-ce que ça vient nous faire vivre comme expérience? Qu'est-ce que ça amène à notre incarnation ou à notre bagage, tu sais? Puis même, on parlait de vie passée, puis comme quoi on n'a pas vraiment moyen de le prouver ou non, tu sais.
Je pense que j'ai mes retenues par rapport à ça. J'ai déjà fait des expériences de régression de vie passée et tout, mais j'ai l'impression que c'est aussi une manière de venir corréler ou corroborer qu'est-ce que tu vis pour avoir une confirmation de genre comme ah oui, mais c'est sûr que, que je vis ça parce que dans une vie passée, j'ai vécu ça aussi, tu sais. Ouais, à partir de là, l'astrologie en tant que telle peut faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça. C'est normal que je sois aussi comme ça. Oui, planète à tel c'est sûr que en fait, c'est toujours une toute la technologie qui est bousillée en ce moment parce que Mercure est rétro, puis on a essayé de filmer sur l'ascendant Lion, puis on l'a raté. Oui, mais donc, moi, je trouve ça, c'est de mon côté pédique qui dit c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Non, mais moi, j'étais en train de me dire dans ma tête tantôt, je réfléchissais, j'étais comme ah ben tu sais, la vie fait ça comme ça, tu sais, comme on va juste suivre le flow, hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse de toute manière? Mais bref, fait que ça c'est super cool. Puis est-ce que c'est marrant parce que le côté hellénistique, ça me fait penser parce qu'on les appelle Rahu en indien. Oui, l'astrologie védique va appeler Rahu et Ketu. En fait, la tête du dragon et la queue du dragon. Il y a pareil un côté plus maléfique avec la queue du dragon. Oui, ben en fait, il y a un côté maléfique sur les deux points, si je ne me trompe pas. Là, je parle un peu à travers mon chapeau parce que je n'ai pas étudié le védique. Mais le nœud nord, en fait, c'est une soif insatiable. Donc, tu sais, on tend vers quelque chose, mais c'est comme si on n'en avait jamais assez. C'est un peu l'image, bon, je sais pas, tu sais, comme si tu bois de l'eau, mais ça te sustente pas. Bon, il se permet. Genre, non mais... Puis le nœud sud... oui, c'est un peu qu'est-ce qui tend vers le bas, qu'est-ce qui est un petit peu plus à délaisser, tu sais, mais c'est aussi, tu sais, la queue n'a pas de tête d'une certaine façon. Donc, il y a peut-être ce manque du côté mental ou ou de savoir qu'est-ce qu'on... C'est le petit chat bélier. Oui, il est très bélier, ce voilà. chat. Tout à fait. C'est de voir aussi, tu sais, comme... comment est-ce qu'on peut se laisser aller comme une poule pas de tête, tu sais, on manque de direction, on va un petit peu dans tous les sens, puis ben peut-être que c'est bien, peut-être que ça nous fait vivre plein de choses, mais aussi peut-être qu'on crée du chaos ou on crée du dégât autour de soi, dépendamment de comment ça vient se réaliser pour soi. Là, tu sais. Mais ça, tu vois, là, c'est intéressant parce que là, on va parler de la croix des nœuds. Et en fait, donc, je dis Bijou, on a parlé peut-être d'autres personnes, je ne suis pas au courant de tout. Là. Et en fait, justement, la croix, c'est les ailes du dragon qui sont déployées. Ah, ok. Donc, tu as cette image, on part de l'image du dragon. Ouais. Et on entend bien, avec cette image du dragon, qu'on est dans un processus autant de transformation que de chercher quelque part à sa puissance. Et là, la puissance, on pourrait dire à son pouvoir, mais pas en termes dangereux, en termes, quelque part, si tu es dans ta toute puissance, c'est, à mon sens, t'es au-delà de l'ego. C'est comme Pluton, et finalement, bien au-delà des considérations de notre ego. Oui, 100%. Moi, les planètes transsaturniennes, j'ai l'impression que je les utilise moins, justement, parce que ça parle au-delà de l'expérience, puis ça parle, oui, au niveau peut-être collectif, mais je pense que c'est au niveau peut-être de l'âme même qu'on pourrait aller dire. C'est pour ça, des fois, quand je suis dans ma tête en train de penser à tout ça, je me dis, le libre-arbitre par rapport au destin, puis tout, mais j'ai l'impression que peut-être le libre-arbitre se passe des fois à un autre niveau par rapport à notre incarnation égotique ou genre humaine. Ouais. Donc, je pense que ça demande beaucoup de perspectives. Là, je ne dis pas que je l'ai, mais dans le sens, je crois qu'on n'a pas toutes les informations ou on ne sait pas tout de l'ampleur de qu'est-ce que ça représente. Et je pense que ça fait j'aime bien dire ça fait partie du jeu. Tout à fait. Même si on aimerait bien connaître toutes les règles tout le temps, genre il se passe quoi moi j'aime bien, je pense que c'est Alan Watts qui disait que le jeu primaire, celui auquel on joue tous, c'est on joue à cache-cache en fait. On est Dieu ou on est l'univers qui joue à cache-cache avec lui-même. Ouais, c'est pas mal. Je trouvais ça quand même sympa parce que j'aime bien aussi les notions ludiques puis tout. Puis je suis comme, ok, oui, ça vient faire beaucoup de sens tout ça, petit jeu de cache-cache. Mais c'est vrai que là, en fait, si on rajoute, on va au niveau de la croix en tant que telle, il y a pas... en tout cas, je trouve pas grand-chose dessus, tu sais. Les gens la connaissent quand même, enfin, pas beaucoup, mais quand même des gens la connaissent. Et en fait, c'est quoi le principe C'est de dire, tu arrives au niveau du nœud sud, et dans le sens des nœuds lunaires qui avancent dans le sens inverse du zodiaque, pour accéder à ton nœud nord, le point qui va être en carré, c'est ce qu'il va appeler ici le point d'engagement. Ok. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le domaine de vie qui va être touché va t'aider par des événements que tu connais pas trop, va t'aider à accéder à ton nœud nord. Et ensuite, une fois que tu accèdes à ton nœud nord, ça paraît tout lisse, mais on s'entend, je pense que c'est beaucoup plus chaotique en fait. C'est de la vie. Ça va t'amener sur l'autre point en carré,
des nœuds, de l'autre côté, le point de nécessité. Et en fait, il disait dans l'ouvrage, le point de nécessité, étymologiquement, en grec, ça veut dire là où se rejoint l'unique et le collectif. Parce que sincèrement, au début, je ne comprenais pas, j'étais là, pourquoi nécessité? Moi, j'aurais dit nécessité de l'autre bord, c'est pour... Et en fait, non, c'est parce qu'en fait, une fois que tu as été dans ton honneur, tu vas venir redistribuer dans le point de nécessité, finalement. Grâce à ton unicité, ton expérience personnelle, tu as quelque chose à apporter. Tu entends nécessité comme étant genre un besoin ou comme plutôt il dit, quelque chose qui doit être fait? En fait, c'est la définition qu'il donne qui me parle, à savoir le côté, c'est là où se rejoint l'unique et le collectif. Comme si, en fait, quand tu as été faire ton expérimentation, je pense que... Ça, je ne sais pas, mais je dis pas, enfin, c'est pas écrit, quoi. Mais tu sais, c'est un peu le principe qui dit, voilà, on est tous une partie de Dieu, on va dire ça comme ça, de l'univers, peu importe les croyances de chacun, et on va chacun expérimenter quelque chose. Et là, c'est genre, j'ai été expérimenter quelque chose, grâce au fait que j'ai le nœud sud que j'ai eu, tout ça, puis bien sûr, tout le reste. Et la nécessité, c'est limite presque une conscience d'âme qui dit, je vais redistribuer. Moi, je le verrais comme ça, tu vois. D'accord. C'est pas nécessité, parce que le besoin, c'est très égotique, et là, c'est comme un besoin d'âme, alors c'est un peu bizarre. Ouais. Non, mais c'est sûr que là, on bidouille dans des trucs, dans des sphères un peu spirituelles, puis un petit peu décollées du sol. Voilà, mais en fait, c'est juste d'observer ça. C'est par exemple, je vais donner concrètement mon cas, parce que c'est plus facile, c'est mon cas, et puis voilà, pour aussi donner un exemple concret. Mais tu vois, j'ai le nœud sud donc, en Sagittaire, en maison 4. Ouais. Donc, foyer, qui avait les croyances qu'il avait, j'ai d'autres planètes, donc je ne vais pas donner les détails, mais voilà. Ouais. Ce qui m'a aidé à aller vers ce nœud en Gémeaux en 10, à savoir trouver ta place, créer ta place avec un côté en plus Gémeaux et tout ça, c'est pour le point d'engagement. C'est sûr que moi, il y a mon ascendant aussi là, mais c'est la maison 1, en Vierge. Donc, moi, en fait, quand j'ai rencontré l'astrologie très, très jeune, là, à 7 ans, très vite, c'était je voulais apprendre à me connaître. Maison 1. Je veux apprendre à connaître, on est en Vierge. Ouais, j'allais dans le détail, j'étais en train d'étudier tout ça, j'ai appris à avoir du discernement aussi, parce que l'astrologie karmique, à l'époque, les bouquins qu'il y avait, c'est genre, tu as des planètes rétrogrades, tu es un méchant garçon et c'est normal que tu souffres. Non. C'est limite ça, quoi, tu vois. J'étais là, discernement, donc voilà. Mais, tu vois, c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps, finalement, parce que moi, j'avais pas vocation de devenir astrologue, etc. Et c'est ce qui s'est passé malgré moi. Enfin, dans le sens, sincèrement, c'était pas un plan de carrière, quoi. Tu vois. Et à partir de là, je me dis, c'est intéressant de connaître ce point de nécessité, même si je pense que j'ai pas le fin mot de l'histoire encore, justement, par rapport à ce point-là. Parce que ça va se situer en Poisson, en maison 7. Et chez moi, tu vois, là, je suis en mode, Enfin, tu vois, j'ai du mal à le nommer, celui-là, parce que justement, c'est encore... peut-être c'est parce que c'est du Poisson aussi, mais voilà. Mais il y a un côté de la redistribution, mais au niveau individuel. Tu sais, même si je fais beaucoup de groupes, etc., quelque part, il y a une partie de moi qui peut vraiment toucher l'individu. Ici, mais le rapport 1 à 1, là, d'une voilà. certaine façon. Et en même temps, c'est en Poisson, donc c'est l'individu, mais en mode... un peu vaste, je sais pas comment le décrire. Pas collectif, mais genre universel, peut-être. Ouais, il y a un côté comme ça, c'est genre, ok, t'as eu ton expérience à toi en mode Gémeaux, c'est très personnel, mais rendre ça, en effet, plus universel quelque part. Tu vois, il y a un truc comme ça, et ça, je l'avais pas sans ce truc-là. Moi, je voyais ma maison 7 comme ma maison 7, tu vois, et puis c'est tout. Puis il n'y a pas de planète dedans, donc voilà. Ça. Et là, d'un coup, tu dis, c'est quand même intéressant, j'avais pas vu d'où peut-être, j'ai d'autres raisons dans la carte, mais de me dire, c'est important quand même pour toi, l'individu. Est-ce que tu utilises ces deux points-là d'engagement et de nécessité comme des activateurs quand il y a une planète qui passe dessus, ou en soi, ils sont des points que tu utilises pour raconter... C'est des points en soi. OK, pour raconter l'histoire, en fait, de ta croix des nœuds lunaires. Oui, et pour en fait me dire que, en fait, c'est quoi mon levier? Mon levier, ça reste là où il y a le point d'engagement, quelque part. C'est parce que des fois, maintenant, ça va, parce que je le connais bien quand même, j'y suis, t'as compris, là, le nœud nord, là, c'est bon. Mais quand même, ça me fait me rappeler que, même si je n'ai rien en Poisson, j'ai ce point qui est là. C'est comme tout à l'heure, en fait, c'est ce côté, c'est quand même une énergie qui est quand même importante pour toi, ce Poisson. Et bon, c'est Poisson, donc je pense que c'est des énergies. Et puis, il va avoir son activité constamment, même si, en ce moment, il y a plein de choses qui se passent dans le signe des Poissons, là, mais tu sais, comme s'il n'y avait rien en ce moment dans le signe des Poissons, il y a des activations qui peuvent se faire ressentir quand même. Il y a quand même des activations. Ouais. Puis, est-ce que tu utilises les maîtres, j'imagine que les maîtres des nœuds, oui. Mais est-ce que tu utilises également les maîtres des points? Oui, on peut aller chercher plus de renseignements. Oui, OK. Ça peut être intéressant. C'est juste que moi, j'ai les mêmes maîtres. Enfin, j'ai les mêmes maîtres. Oui. Poisson, Sagittaire, c'est Jupiter.
Ouais. Tu vois, ah, ok, oui, c'est juste qu'ils sont... oui, enfin, je veux dire... T'as la paire de chaque côté, voilà, mais c'est oui, oui, ça fait du sens. Donc, en fait, au bout d'un moment, ça me ramène toujours au même endroit. Ouais, puis ça, c'est cool en astrologie, quand t'as des choses qui te ramènent toujours aux mêmes endroits, ben, c'est que tu portes attention. Oui, et puis en plus, j'ai essayé avec le poisson, je suis là, mais le deuxième maître, c'est Neptune. Ouais, mais il est conjoint au sud. Ah ouais? Ça te ramène en maison 4, là où j'ai Jupiter aussi. Ouais, on t'y échappe pas, hein? Mais au moins, le message, il est, tu vois, il a l'idée, là. Ouais. Ben, c'est ça qui arrive. À un moment donné, l'astrologie veut nous pointer dans la même direction. Ça, je trouve ça hallucinant aussi quand je travaille. Oui. C'est un aparté, mais quand je vais plonger dans la carte de quelqu'un avec qui je suis en relation, puis que je me vois vivre à travers sa carte dans ma vie, je trouve ça toujours fascinant de voir ça. Parce que, tu sais, là, par exemple, Pluton qui vient d'entrer en Verseau, pour moi, ça se passe en maison 2. Mais pour ma conjointe, ça se passe en maison 7. Donc, je sais que moi, je vais avoir mon rôle à jouer dans son Pluton en maison 7. Je trouve ça super cool. Et moi, pareil. Ouais. C'est vrai que c'est particulier. Bah, nous, en plus, on a souvent des oppositions. Genre, il a Saturne en 1, j'ai Saturne en 7 en ce moment. Ah, ok. Donc... ok, ouais. T'es là, bon, d'accord, dans les extrêmes. Mais c'est rigolo. OK. Fait que là, ça, c'est au niveau de la personnalité. Donc, on est un peu plus dans le conscient. T'sais? Parce que même, c'est un des trucs que je voulais dire, mais quand on parlait des lunes noires... On est dans le conscient, tu vois, je peux clairement dire... oui, c'est ce que j'ai fait en fait, sans connaître cette croix-là là, quand j'ai commencé l'astro. Oui, j'ai cherché à me connaître, etc. Et dans mon cas, moi, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent à se connaître, heureusement, mais dans mon cas, moi, c'est vrai que ça m'a aidé au point que, parce que c'est une recherche de profession quand même avec ce 9 je dis, toute cette connaissance que j'ai acquis de moi, cette observation, c'est un truc que je vais transmettre aujourd'hui. Donc, il y a, tu vois, il y a un total... et puis, c'est en lien aussi à l'astro en tant que tel, parce que c'est l'outil vers lequel je me suis tournée. Ça aurait pu être autre chose, peu importe. Il y a une technicité. Ça va peut-être être autre chose dans le futur, tu sais, voilà, qui sait. On ne sait pas. Mais en tout cas, pour y aller, dans un premier temps, ça a été ça. Donc oui, c'est très conscient, en fait. Parce que c'est ça, la croix des lunes noires me faisait beaucoup penser au travail qui se fait dans la maison 12, tout ce qui est du subconscient, des automatismes, sur quoi on se bâtit sans nécessairement en être conscient. Savoir, Et puis après ça, dans la croix des nœuds lunaires, il y a cette conscience-là, ou du moins, on peut toucher, en fait, avoir des exemples concrets, en fait, de la manifestation de cette croix-là. Puis quand on arrive ensuite, donc, vers la croix d'incarnation, qui est quand même, celle-là, la plupart des gens vont la connaître, la croix de l'ascendant-descendant, donc la maison 1, la maison 7, le milieu du ciel, le fond du ciel, la maison 10, la maison 4, qui sont des points d'activation quand même importants, qui viennent nous parler aussi. Je te demandais si les nœuds lunaires, tu utilisais les mètres, mais pour les points d'ascendant, descendant, etc., c'est sûr qu'on utilise les mètres, parce que c'est parmi les planètes les plus importantes de ta carte, d'une certaine façon. Du moins, pour moi, là, le mètre d'ascendant est quand même prioritaire. Mais je trouve que le descendant, je ne sais pas pour toi, va l'être moins pour beaucoup de personnes. Oui, je ne sais pas que j'ai fait de parallèle là-dessus. C'est sûr que c'est, mettons, dans l'ordre de priorité, je dirais que c'est l'ascendant, le milieu du ciel, qui vont être vraiment les deux premiers. Après, ça serait le descendant, puis le fond du ciel en dernier. Mais ça reste des points activés et d'activité plus forte en général. Oui, mais c'est juste, je veux dire, au niveau du maître, c'est le maître de descendant, c'est genre, oui, je vais regarder pour ton partenaire. Mais tu sais, c'est comme ça, on va le voir. Enfin, la maison 7 est quand même, je trouve, beaucoup vue comme... presque un faire valoir des fois. Tu sais, non, c'est le truc que, tu sais, enfin, je sais pas, mais je trouve en général. Moi, j'ai réussi, en regardant le maître de ma 7 qui est en cancer, donc ma lune qui est en scorpion en 11, moi, c'est littéral, en fait. Tu sais, comme si tu me dis, tu sais, il faut, par exemple, là, il faut que je sois ami avec la personne avant de m'engager en couple. D'accord. Parce que ma lune, qui régit la 7, donc qui régit le couple, par exemple, et dans la 11, donc il y a cette notion d'amitié avant l'amour, si je peux dire. Oui. Puis, puis là, après, on peut aller plus loin. Là, ma lune est conjointe au milieu du ciel dans la maison 11, donc si on travaille ensemble, c'est encore mieux. J'aime bien. Non, mais pour vrai, c'est comme genre, tac, 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 ça répond beaucoup. Mais après, j'imagine qu'il y a différentes... Ben, je sais pas que tout le monde utilise ça. Moi, je l'ai juste vu de façon criante, fait que je me dis, si mon couple actuel finit par terminer, ben, je sais que je vais sans doute retrouver quelqu'un qui va être mon ami et que je vais peut-être travailler avec. J'aime bien le critère. Mais non, mais c'est comme, on dirait que je les simplifie, je le simplifie à la blague, là, mais aussi parce que c'est... Ben, je ne veux pas me prendre trop la tête non plus avec ça. Là, mais là, on va pouvoir regarder cette croix en tant que telle. Oui. Donc, j'imagine que tu commences par l'ascendant-descendant? Oui, on commence par là. C'est sûr que là, c'est une croix pour moi qui est la croix d'incarnation. C'est du genre, mais concrètement, c'est quoi les énergies auxquelles tu viens toucher? Parce que finalement, l'ascendant, première énergie avec laquelle tu es en contact. Oui, c'est au moment où est-ce que tu nais, en fait, le premier souffle. Oui, c'est ça. Ouais. Et je sais pas si toi, tu le vois comme ça, l'ascendant, mais en fait, plus ça a été,
plus là, je me dis, mais en fait, c'est aussi ce qu'on projette sur toi, dans un premier temps. Tu vois, c'est parce que j'ai commencé à le voir avec les planètes à l'ascendant. Et je me suis dit, mais attends voir. Parce que tu sais, il y a plusieurs niveaux de lecture au niveau des signes. Et ça, on va dire, l'ascendant, c'est la quête. Liz Green va dire ça, c'est la quête et le soleil, c'est le héros. Tu vois, moi, j'aime bien cette image-là. J'ai tendance à dire que moi, l'ascendant, c'est la proue du navire. Tu vois, c'est ce qu'on voit en arrivant. Oui, ils appelaient ça, dans l'astrologie hellénistique, ils appellent ça le gouvernail, en fait. Pas la proue. C'est celui qui est aux commandes, en fait. En fait, la maison 1, l'ascendant, c'est le gouvernail, puis le maître d'ascendant, c'est le capitaine. Ah, mais moi, j'aurais dit que c'est quand même la proue du navire, parce que c'est la première chose que tu vois arriver. C'est genre, tu es sur le quai, c'est la proue, tu sais. Tu te fais une idée. Mais le gouvernail, ce serait le maître ascendant. Parce que c'est lui qui, justement, manie, en fonction d'où il est. Oui, c'est peut-être la même proue, là, mais en fait, ce bateau, il va beaucoup plus vite que l'autre. Parce que c'est qui est le gouvernail. Okay. Intéressant. Après, moi, c'est ma vision à moi. C'est des petits détails d'images. Mais je trouve que les images, je ne sais pas si c'est la lune cancer, mais je trouve qu'elles sont importantes. Parce que des fois, ça permet de mieux comprendre le truc. Je pense que c'est nos Mercure en taureau aussi qui aiment bien rendre le truc tangible puis bien imagé. Mais on a quand même un petit côté imaginaire. Et en fait, donc en termes de lecture, donc il y a cette lecture-là, tu vois, c'est comment les autres vont nous percevoir, etc. Mais on va dire que souvent, tu dois développer certains aspects du signe. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans leur signe ascendant, mais pas dans l'aspect, on va dire, évolué du truc, qui va servir au soleil, en fait. C'est dans ce sens-là quand je dis évoluer. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais l'ascendant, c'est ce que tu vas revêtir. T'es enfant, donc c'est pas conscient, mais là, si tu regardes avec le recul, oui, pour être aimé. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis ascendant vierge, et on me faisait tout le temps des compliments sur « elle est sage comme une image ». Et donc, comme l'enfant cherche à être aimé, ce qui est normal, et même plus tard, on cherche encore à être aimé, si voilà. Tu vois, il y a ce côté-là, je me suis dit, mais à quel point, parce qu'on fait une sorte de co-création, quoi, finalement, c'est bizarre à dire, mais je me dis, mais c'est comme si, on me projetait quand même l'image que ça, c'est bien. Donc, quelque part, tu vas rester dans ce manteau-là, jusqu'à ce que tu dis, mais attends, mais la Vierge, c'est pas qu'être sage, tu vois. C'est, je sais pas, c'est le super magicien, c'est, tu sais, Hermione, là, et tout ça. Enfin, tu vois, il y a d'autres images, quoi, que tu peux avoir après. Donc, c'est par rapport à ça que je dis ça. C'est que si on s'observe, peut-être, heureusement pas dans tout, mais il y a peut-être quand même un aspect de cet ascendant, de cette énergie-là, que, on t'a peut-être. Alors, bref, on m'a complimenté, enfin, moi je trouvais pas que c'était un compliment. Moi, finalement, on me mettait, je me sentais timide, et en même temps, on me disait, elle est sage, elle parle pas. Donc, je parle pas. On dirait que je suis en sécurité quand je parle pas. Tu vois, alors que je suis bélier, c'est derrière. Bélier était là, de toute façon, on va faire genre que, ok, ils veulent ça, on leur donne ça, pendant ce temps, on fait notre vie. Mais donc, tu vois à quel point je trouve que l'ascendant, il peut y avoir une forme de projection. C'est intéressant. Moi, je le voyais un peu ça à travers le fait que moi, j'ai Neptune en maison 1. Donc, c'est sûr que soit que, genre, moi, j'ai de la difficulté à comprendre qui je suis, puis peut-être que là, à travers le jeu de projection que je peux recevoir, j'ai de la difficulté à faire à trouver un équilibre entre ce que je ressens et ce que je reçois. Et puis, tu sais, là, après, il y a ma lune aussi en Scorpion qui peut venir jouer dans un peu le monde intérieur perturbé. Mais... Le monde intérieur perturbé. J'avais l'image, quoi. Mais c'est ça, fait que le Neptune venait aussi ajouter une espèce de brouillard, tu sais, genre, on a une perception qui n'est pas nécessairement celle qui est ressentie. Bref, je me répète. Oui, puis avec un Neptune ou un ascendant Poisson, les autres peuvent projeter des choses différentes en plus. C'est l'ouverture à l'imaginaire, le truc. Donc tu peux devenir tout et n'importe quoi. C'est limite, ce serait ça dans l'extrême. Un peu caméléon peut-être. Tu sais, moi j'ai tombé dans le people pleasing, j'ai tombé aussi dans le fait d'être le gars gentil, tu sais, comme qui répond à tous les critères. Tu pouvais répondre, avec ce côté-là, en effet, caméléon. Très ambivalent, tu sais. Mais finalement, après avoir, je ne sais pas si c'était ton cas, mais vu que c'est Neptune, il peut y avoir un sacrifice finalement de soi, vu qu'on ne se voit pas. Puis après, tu sais, comme, en tout cas, si on fait l'histoire, tu sais, le fait que Pluton soit passé dans ma 1, il y a eu le moment de crise aussi. Il y a eu le moment de crise qui fait comme, OK, mais on va faire quoi avec tout ça, tu sais, il faut, tu sais, ça va faire mal d'arracher le pansement, mais il va falloir y aller. Faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose, parce que sinon, je vais finir, tu sais, ça ira pas. Puis, en fait, c'est parce que ça pourrait pas, c'est comme, c'est pas soutenable, comme de porter le poids de toutes ces projections-là. Fait que, Puis, tu sais, moi, je sais pas, ça serait de voir aussi, moi, j'ai toujours cette notion qu'en tant qu'ascendant Capricorne, c'est avec le temps aussi que je vais venir acquérir puis intégrer cet ascendant-là. Je pense que, tu sais, je faisais à la blague, c'est quand je vais avoir 71 ans que je vais être vraiment dans mon top. Fait que, attendez!
Mais... J'aurais attendu à peu près une trentaine d'années, ça s'en vient. Mais c'est ça. Mais oui, je trouve ça intéressant. Je sais pas. J'aurais pas mis exactement les mots de projection. Je pense que la manière qu'on est perçu, moi, je l'associe plus au milieu du ciel. Du moins, c'est la manière dont les gens vont te percevoir et parler de toi sans que tu sois là nécessairement. C'est un peu comme ça que avec l'ascendant, t'es là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, t'es là avec l'ascendant. On va faire un tour direct, c'est là. Non, c'est ça. Pour ça, je dis, c'est un peu ce qu'on peut... Enfin, tu sais, on va se dire, ah ouais, je me retrouve, etc. Mais pourquoi tu t'y retrouves? Tu vois ce que je veux dire? Ah, parce que on t'a peut-être fait des retours, donc là, direct. Oui, il y a peut-être beaucoup de validation, puis on se construit à travers tout ça. Parce que quand tu parlais de ces projections-là aussi, je me disais, il y a peut-être un côté de la maison 12, peut-être, qui vient rentrer en ligne de compte avec tout ça, tu sais. OK. Dans le sens, moi, la maison 12, je l'associe beaucoup à ce sur quoi tu te construis, les schémas de croyances, les automatismes, les mécanismes de défense que tu peux utiliser pour subvenir à ta survie dans ce monde-ci, tu sais. Donc, ça devient des outils qui sont dans l'inconscient, mais que tu vas utiliser au quotidien. Tu sais, par exemple, le fait d'être gentil, tu sais, c'est quelque chose que tu as eu beaucoup, peut-être, de validation ou de renforcement à prioriser ce comportement-là par rapport à un comportement perturbateur. Ouais. Et donc, inconsciemment, tu l'amènes dans les actions que tu portes au quotidien à travers ton ascendant. Mais est-ce que dans un tel cas, parce que pour moi, je ne verrais pas la maison, je ne verrais pas la 12 en fait, parce que moi, Lyon, et là, je ne vois pas forcément le lien avec... Oui, mais j'essayais de faire le lien voilà. Pendant que tu parlais, mais... En fait, c'est simplement que l'ascendant, le cuspide, c'est ce qui finalement fait le lien entre l'inconscient et le conscient. Tu vois, donc... OK, c'est peut-être pour ça alors que j'ai de la difficulté à reconnecter exactement à ce que tu dis, parce que pour moi, j'utilise pas la cuspide comme étant le début de la maison 1. Ouais, pour moi, l'ascendant est à 21 degrés du Capricorne, et puis ma maison 1 commence à 0. OK. Puis, bref, c'est peut-être pour ça, mais même, ça, j'ai pas tant de sources pour dire ça, là, mais comme dans le mode maison signe entier, ce qui est vers la maison 12 depuis ton ascendant, là, ça devient technique, là, excusez. Là. Mais tu sais, comme mettons, mon ascendant est à 21 degrés, puis j'ai des planètes, mettons, à 0, 2 degrés, 10 degrés. Ouais. Ces planètes-là sont plus de l'ordre de l'inconscient que du conscient. C'est ça qu'on n'a pas comme... Mais comme je dis, j'ai pas tant de sources là-dessus. J'ai déjà entendu des gens parler de ça. Puis, tu sais, si tu mets ma carte en Placide, c'est ça, j'ai beaucoup de ma maison 12, j'ai beaucoup d'énergie du Sagittaire dans ma maison 1, bien que ma maison 1... C'est ça? Je suis mélangé. Ça mélange de faire les deux. On regarde après. Oui, on regardera après. Mais bref, tu sais, comme je pense que ça peut peut-être être différent, perçu différemment dépendamment de la carte ou de la configuration qu'on a. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais, comme l'ascendant, c'est un point très, très central et névralgique de toute la carte. Mm-hmm. Et puis, dépendamment qu'est-ce qui s'y trouve ou quel genre de configuration, quel genre d'activation est là, ça vient modifier énormément la façon que tu vas avoir de l'opérer ou de la vivre. Si tu veux, moi j'ai ça parce que moi il est neutre. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de planète. Et c'est en étudiant avec les planètes où je voyais beaucoup ce côté il y a Saturne à l'ascendant, la personne, on va la prendre pour quelqu'un de très sérieux, elle s'est construite là-dessus, tu vois, première énergie. Et d'un coup, je me suis dit, attends, toi, t'es neutre. Mais ça marche aussi. Enfin, tu vois, genre, j'ai un Mercure à l'ascendant, mais ouais. Enfin, tu vois, c'est comme ça, en fait, donc c'est pas écrit non plus, tu vois. Donc, je pense que là, c'est aussi à chacun, justement, le discernement. C'est intéressant d'amener ça dans sa conscience, puis de voir comment ça peut se manifester. C'est ça. Est-ce que c'est probant ou pas? Oui, puis peut-être que pour toi, c'est plus frappant parce que tu pars d'une neutralité, alors que moi, je pars de... j'ai Neptune, j'ai Uranus et j'ai Saturne dans mon ascendant. Fait que, tu sais, des fois... C'est difficile de savoir comme, OK, oui, c'est ça. C'est exactement cette activation-là. Parce que je faisais la blague avec Pluton qui est passé puis qui est venu faire une crise dans mon ascendant, mais je veux dire, ça a été un melting pot, un pot-pourri d'expériences que je te dirais. C'est un feu d'artifice. Oui, c'est comme un 15 ans de ma vie. J'ai 35, tu sais. Fait que je suis comme, comment j'ai pas encore beaucoup de recul par rapport à ça. C'est pas rien. C'est peut-être mon immaturité, mais c'est pour ça que je dis que quand je vais avoir 71 ans, ça va être top. Mais non, en tout cas, l'ascendant, on a compris. On parle descendant. Et le descendant, c'est sûr que j'aime avoir ce côté... moi, je sais qu'au début, quand j'ai vu que j'étais ascendant vierge, j'étais toute triste. J'étais là. J'ai pas un peu de poisson? Tu sais, j'étais là, non, parce que l'ascendant vierge, c'est pas sympa, tu vois. Et en fait, c'est marrant de se dire, le descendant, c'est une énergie qui t'appartient, mais tu la projettes
sur les autres. Oui, OK. D'où l'idée peut-être que les autres projettent sur toi avec l'ascendant. D'accord. Oui, je vois bien. Et en fait, c'est vrai que pendant très longtemps, j'étais là, alors que par exemple j'écrivais, mais je considérais que l'écriture n'est pas l'artiste en mode poisson. C'est-à-dire, moi c'était la musique, tu vois, genre ça c'est vraiment de l'artiste, ou de la peinture, tu vois. Et j'ai trouvé ça drôle en me disant, mais en fait, mais si t'es artiste, tu crées toi aussi, c'est quoi ton problème? Mais tu vois, ça met du temps, quoi. Mais au début, c'était vraiment ce côté-là. Et donc, il y a vraiment ce côté, surtout si on a des planètes en 7, pour moi, le côté comment je vais... Enfin, c'est mon énergie, c'est mes énergies, à moi de les récupérer. Oui, de rapatrier, de réintégrer peut-être cette énergie qu'on donne à l'autre, en fait. C'est ça. Parce que moi, là, ça rentre dans des dynamiques de couple aussi, mais ça peut être intéressant de voir, tu sais, comme, oui, peut-être qu'à une période de temps dans notre vie, on est plus en interdépendance, pas en interdépendance, en codépendance, où est-ce qu'on a besoin de l'autre pour se sentir complet, etc. Tu sais, mais éventuellement, l'idée, ça serait peut-être d'avoir plus une interdépendance, où est-ce que chacun est un arbre en soi, puis on pousse un à côté de l'autre, plutôt que d'être un qui nourrit l'autre ou qui a besoin de l'autre pour subvenir à ses besoins. Tu sais. Même si, oui, par rapport aux besoins, parce que finalement, sinon, on sera toujours interreliés pour grandir tout seul. Je pense qu'on l'est tous, mais il y a une différente manière de peut-être pousser, tu sais, dans le sens comme... En termes de l'arbre. En termes de l'arbre, oui. Oui. Oui, c'est ça. Puis le milieu du ciel, le fond du ciel, comment ça vient jouer pour toi? Pour moi, en fait, le fond du ciel, au-delà du fait de ce qu'on dit là, ok, c'est le foyer d'origine, nanana. Mais moi, j'aime bien aussi, en plus de tout ce qu'on peut dire, le voir comme c'est la fondation dont tu as besoin pour aller au milieu du ciel. En fait, dans le sens où c'est un peu la terre, ok, c'est la terre dans laquelle tu es né. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est nickel, en fonction de ce qu'on a eu comme expérience. Mais à un moment, pareil, il y a toujours plusieurs niveaux dans un signe, et de dire, mais c'est quoi la qualité de ce signe-là? Parce que peut-être que je vis cette maison 4, donc mes fondations, sur un niveau, on va dire, qui ne m'aident pas à monter, on va dire ça comme ça, qui ne m'aident pas à pousser. Donc à moi d'aller voir les qualités du signe. Est-ce qu'ils sont là dans ma vie? Si c'est là, c'est cool, quoi. Et si c'est pas là, de dire, je vais les développer. Bien sûr, on irait voir, on l'a pas dit, même pour les autres points, mais on va voir les maîtres et tout ça. Ouais. Et le milieu du ciel, finalement, c'est la notion de vocation et d'ambition. Avant, je ne comprenais pas ce terme-là, parce que la vocation n'a pas forcément à voir avec le métier, pour moi. Non. Et en fait, les ambitions non plus. Parce que je trouvais que c'est un terme très capricornien, mais que moi, j'associais beaucoup au côté métier. Et je me suis dit, mais non, les ambitions, ça, on va te dire, c'est quoi ton ambition dans la vie? L'ambition, c'est pour moi, qu'est-ce qui te... Alors, je ne sais plus c'est quoi la définition exacte en termes d'étymologie, ça fait longtemps, mais pour moi, c'est vraiment le côté, si, c'est bien d'être ambitieux. C'est ce qui va te pousser à sortir de ton lit. Moi, j'aime bien, mais c'est pas dans l'étymologie nécessairement, mais c'est plutôt dans la langue des oiseaux. C'est les envies, en fait. Qu'est-ce qui te met envie? Puis je pense que c'est un fil conducteur de toutes les croix. Je m'en rends compte à travers la discussion. Mais tu sais, c'est ça, c'est le milieu du ciel. C'est peut-être pas... Encore là, pas un aboutissement. Je pense qu'il y a un chemin à faire circuler à travers ces 4 points-là. Mais c'est de voir aussi qu'est-ce qui te met en vie, puis ça va changer. C'est surtout que toi, peut-être avec ton milieu du ciel, ta maison 10 en Gémeaux, tu sais, il y a besoin d'avoir ce renouveau ou ce vent de fraîcheur qui se fait ressentir au fur et à mesure. Toi, c'est en Gémeaux. Moi, c'est intercepté de Gémeaux dans ma carte. Oui, c'est vrai. Excusez, on travaille de 2 manières différentes, puis ça paraît. Donc, c'est pour ça. Mais par contre, ce qui est bien d'avoir, tu vois, d'avoir eu une interception dans cet axe-là 4-10, c'est que j'ai pu voir, tu vois, par exemple, ma maison 4. Le foyer, ça commence genre au 27-28 degrés du Scorpion, là, ma maison 4. Et je vois autant les mauvais aspects, on va dire, de cette énergie-là, comment c'est venu m'impacter, mais je vois les beaux aspects. Et donc, je suis là, comment travailler ces beaux aspects-là. Mais je vois aussi une progression avec l'interception, c'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps, c'est depuis que je suis... après le retour des nœuds, justement, quand je suis revenue au Québec 1 an après et tout, je me suis dit, mais j'ai envie d'avoir un foyer plus sagittaire que Scorpion. Tu vois, dans le sens où Scorpion, chez moi en tout cas, ça se manifestait par un côté très grotte en fait, tu vois. Et là, je suis là, non mais là, je crois qu'on est prêt. Bon, c'est pas encore ça, là, mais il y a quand même ce truc-là. Et après, au niveau du milieu du ciel, qui pour moi donc commence ici, la maison 10 commence en Taureau, peut-être c'est plus juste par rapport aussi à toi, c'est vrai qu'il y a une part de moi qui va chercher à la base une stabilité, qui va chercher un confort, mais avec le Gémeaux, oui, il faut qu'il y ait de la communication, il faut que ça bouge, il faut que ça se renouvelle. Et en fait, plus ça va, plus je vois que, pareil, en fait, ça va ensemble. En fait, c'est comme si plus je raffermis mes fondations, c'est-à-dire plus je travaille, le mauvais aspect du Scorpion, ça va être vouloir contrôler les choses, tu vois. Avec ton Saturne aussi, qui fait la même chose, voilà. Mais en fait, plus je lâche ça, plus quelque part, donc, le confort, la stabilité qui pouvait être rassurant, enfin, ça allait de pair, lâche aussi, et on arrive plus vers du Gémeaux. Enfin, tu vois, il y a un truc... tu vois, je trouve que là, la manière que moi j'ai travaillé le raconte bien, parce que ta maison 4, elle est en Sagittaire, ta maison 10, elle est en Gémeaux, et
l'axe du milieu du ciel et du fond du ciel se trouve entre le taureau et le scorpion. Ah, d'accord. Donc, la base de ta maison 4, c'est le Sagittaire, mais on y ajoute le scorpion. D'accord. Donc, puis, de facto aussi, on y amène les notions de la maison 3, parce que là, on change de maison. Ouais. Et donc, ta base est sagittarienne avec un apéro, un petit peu d'épices du scorpion. Et puis, même chose de l'autre côté, dans le milieu du ciel, avec donc ta base en Gémeaux et ce besoin de confort, de stabilité qui vient s'ajouter et qui ne devrait pas supplanter le besoin que le Gémeaux a. C'est intéressant, oui. Donc c'est marrant, on y arrive, mais... Oui. Ben, en fait, c'est toujours ça, c'est que ça parle tout de la même chose, mais de manière différente. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Quand tu me parlais, j'étais comme, ça semble évident, ça. C'est genre, oui, tu sais, genre, oui, mais bon, moi j'expérimente aussi. Enfin voilà, mais donc, en fait, tout ça pour dire qu'au niveau de la maison 10, il y a vraiment ce côté... je sais pas comment dire, parce que j'ai mon nœud nord aussi, là. Donc bon, tu sais, des fois, je me dis, justement, moi, je suis pas neutre. Tu vois, peut-être toi, tu seras plus neutre, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a une part de moi qui se dit, mais... Ouais, je suis pas neutre. Parce qu'en fait, je pense que les mots que j'ai, c'est plus de l'ordre du nord, c'est-à-dire, j'allais dire, c'est la lune noire Verseau, si j'ai conscience, même si c'est pas évident, plus je vais aller vers mon Gémeaux, plus je serai libre. Mais je pense que c'est plus un terme nord, en fait, tu vois. Donc toi, il en est quoi? Parce que peut-être ça nous parlera plus. Ben moi, j'ai la maison 10 qui est vide. Mon nœud nord... Justement, c'est très neutre. Oui, c'est neutre. Et puis, mon milieu du ciel est en scorpion. Donc moi, tu sais, tout ce qui a trait de la carrière, ben, c'est tout de l'ordre du relationnel, tu sais, où est-ce que j'ai besoin d'être en interrelation. C'est ta maison 10 qu'on en dessous? En balance. Ah, c'est balance que tu veux décider, excuse-moi. Et donc, j'ai besoin de relationnel, mais en même temps, pas un relationnel trop large. Tu sais, déjà, avec la balance, on est plus dans du 1 à 1, mais on est dans du social. Mais le côté du scorpion, qu'est-ce que ça vient m'apporter? C'est que j'ai besoin d'avoir une intensité ou une profondeur dans les relations que je vais avoir. T'sais. Donc, le travail que moi je fais, c'est pas nécessairement pour faire, comme, je sais pas, de l'astrologie de masse qui va parler à tout le monde, mais peut-être que j'ai besoin d'avoir certaines personnes qui viennent me voir et qui sont profondément impactées par le travail qu'on vient faire ensemble. Ouais. Donc, il y a ça que je pourrais voir qui vient se manifester. Puis, mais là, après, si j'importe de ce qu'il y a en scorpion dans mon métier, ben, il y a ma lune aussi, il y a Pluton, donc il y a vraiment cette notion de transformation, puis peut-être, quand je faisais les blagues par rapport à Pluton qui a passé dans mon ascendant, que je l'ai goûté avec des crises et tout ça, ben, je veux pas, ma lune en scorpion, elle est de cet ordre-là aussi, avec ce côté un peu crise existentielle ou difficulté à vivre l'intensité des émotions, ben, d'une certaine façon, étant donné l'expérience de vie que j'ai, je peux amener ce bagage-là dans un travail de 1 à 1. Parce que des fois, je me dis, comment j'ai fini par devenir astrologue? Ben, veux pas, ça fait une couple d'années que je suis dans la spiritualité. J'ai fait du cheminement à ce niveau-là. J'ai fait des démarches, j'ai eu des expériences, puis ben, ça cumule dans un mélange que je pourrais pas reproduire ou dire comment faire à quelqu'un d'autre. D'où l'idée d'avoir abandonné d'écrire qu'est-ce que je faisais, parce que je me disais, c'est irréproductible, parce que c'est ma vie. Mais après ça, ma vie peut peut-être... J'aime utiliser l'exemple plutôt la façon de parler, de dire d'agir comme un exemple, justement, ou comme un phare. Ouais. Pas nécessairement, ça ne te donne pas la trajectoire, mais ça te donne une direction. Puis c'est un peu comme ça que j'utilise l'astrologie. C'est pas pour nous dire qui tu es ou faire du sens de ce qui est. C'est plutôt de te dire où est-ce que tu en es, puis où est-ce que tu sembles t'en aller. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime bien la manière que tu as d'amener les différentes croix, parce que ça montre en fait que c'est pas une destination, mais bien une circulation d'énergie. Oui. Puis moi, j'ai cette tendance à chercher le sommet à gravir, y arriver pour me rendre compte qu'il y a une autre montagne en arrière. Ça, c'est mon côté Capricorne avec Taureau là, qui n'arrête pas. Mais je trouve ça vraiment intéressant de ramener ça peut-être à une échelle plus humaine, plus, là, si on fait vraiment écho à mon milieu du ciel en balance, c'est comme en relation avec l'autre, puis faire circuler cette énergie-là pour voir qu'est-ce que ça va m'apporter par la suite. Ouais. Donc, ça serait peut-être mon expérience de ça en particulier. Oui, et puis tu as la maison 4 en bélier. C'est ce côté que tu as expérimenté par toi-même, là, dans ton coin. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu y as été, tu ne savais pas où tu allais. Enfin, tu sais, t'avais pas, je pense pas, tu t'es pas dit faire de l'astrologie, puis je vais... Non, tu vois. Non, puis ce qui est drôle aussi, si on ramène ça un petit peu plus loin dans ma carte, c'est que le bélier, maîtrisé par Mars, qui est Mars pour moi est en Verseau,
qui est en carré à tout ce qui est en scorpion et tout ce qui est en taureau, tu sais, donc le 3/4 de ma carte. Oui, c'est vrai. Fait que mon Mars en Verseau vient vraiment être comme le Joker ou Tu m'as pas vu venir. Non, mais puis je le comprends pas encore. Il y a un truc avec les énergies Verseau, on a du mal à les comprendre. Ouais, non, pour vrai, là, c'était un des sujets que j'avais, là, de parler du Verseau la dernière fois, puis j'étais comme, ouais, c'est vrai que... Il aurait de quoi dire, hein? Ouais, je pense qu'on pourrait on pourrait faire plusieurs épisodes juste sur cet archétype. Surtout, mais c'est parce qu'il se manifeste beaucoup aussi en ce moment. Tu sais, je pense que j'ai hâte de rencontrer justement mon Mars en Verseau quand il va avoir la rencontre avec Pluton. Ça fait combien de temps, ça? Une quinzaine d'années, peut-être. T'as du temps, toi? Ouais, j'ai du temps, peut-être 10-15 ans, là, je sais pas. Tu sais, j'attends pas ça avec impatience, mais je me dis, il y a sans doute un semblant de vérité ou de prise de conscience qui va se faire ressentir à ce moment-là. Mars, il est dans quelle maison? Maison 2. Ok. Ouais. Donc à voir. À voir. Peut-être la manière que j'ai de vivre, de subvenir à mes besoins va drastiquement changer. Qui sait? Mais ouais, en tout cas, ouais, la croix d'incarnation, on l'entend. Et elle est beaucoup plus concrète, je trouve, en tout cas. Oui, c'est ça. Elle vient vraiment se manifester dans l'expérience, dans l'événementiel. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'appellent d'ailleurs. Ouais. Fait que, je trouve que ça fait vraiment un beau parcours, en fait. Ça montre la tridimensionnalité, comme je disais, de la carte, puis de voir, en fait, que là, on est parti à l'envers. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est parti à l'envers. On est parti des fondations. On est parti des fondations qui semblent être très hautes pour redescendre sur Terre. Pourtant, elles sont fondamentales. Ouais, c'est ça qui est rigolo, parce que la Lune, finalement, c'est les fondements. Et pourtant, on a l'impression que c'est le truc le plus ésotérique. Mais c'est pour ça, c'est le travail en croix aussi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On rejoint l'alchimie. Ouais. Donc finalement, tu vois, c'est nous qui, peut-être, avons cette vision de base de dire ce qui est élevé, donc un peu comme ça, éthéré, est en haut. Et si on le mettait en bas, il se passe quoi? Oui, ou si on se rend compte justement que j'aime bien utiliser le divin, là, mais genre comme cette notion divine est à l'intérieur de nous. Oui, c'est vrai. Souvent, ça a été mon expérience aussi. Tu fais du cheminement pour te rendre compte en fait que toi, tu te suis tout le long de ce cheminement-là, puis la vérité se trouve à l'intérieur de toi. C'est des platitudes peut-être de spiritualité, puis on n'a pas envie d'entendre ça, mais reste que dans mon expérience à moi, ça a été comme ça. Puis quand je parle avec d'autres gens qui ont cheminé en spiritualité, souvent, on arrive dans des chemins comme ça. Puis je dis pas que j'ai terminé, je veux dire, j'ai juste 35, puis il m'en reste, c'est des sujets que, comme on voit à travers les différentes conversations que j'ai, qui sont un peu infinis. Immenses et infinis. Mais en même temps, c'est vrai qu'au lieu de faire ça, en effet, on peut partir du centre, et c'est vrai que c'était... Ouais, ou juste voir d'où est-ce qu'on part, peu importe où est-ce qu'on part, c'est pas important, puis... Oui, voilà. Je pense que de s'assurer de faire de la circulation à travers tout ça, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, quand tu parlais aussi de ne pas s'enfermer à travers tout ça, je trouve que c'est vraiment important. Puis, je pense que c'est peut-être ça qui me titille avec l'astrologie, des fois, quand on dit « Ah, telle chose veut dire telle chose, absolument. » Tu sais, pas pour tout le monde, pas nécessairement en même temps, pas de la même manière, puis on a tous notre façon de le vivre. Donc, je pense que de faire l'effort, ou là, c'est mon Capricorne, mais de faire l'effort de venir fluidifier ça, d'enlever les barrières, peut vraiment être une manière de peut-être vivre ça plus aisément, ou tu sais, comme ça ne sera pas nécessairement facile, mais peut-être que ça va bien circuler, tu sais. En fait, oui, c'est ça, parce que finalement, tu sais, quand tu dis enfermé, si on est enfermé, enfin, tu sais, genre, on va dire, ouvre la fenêtre, quoi. Faut amener une circulation, parce que sinon, tu étouffes, et c'est vrai que on peut avoir l'impression, surtout quand on va entendre des personnes, genre comme nous, qui parlent d'astrologie, tout ça, que le fait de dire, comme tu viens de le dire, tu vois, oui, quand c'est là, mais ça va dépendre. C'est ça aussi, tu sais, qui va amener des fois le côté... mais donc l'astrologie, c'est n'importe quoi. Partant de là, la vie, c'est n'importe quoi. Parce que pourquoi quelqu'un qui a les mêmes gènes exactement, lui, il tombe malade, l'autre non. J'aimerais toujours à savoir. Oui, non, mais moi, j'ai la question des jumeaux aussi, là, qui me revient souvent. Voilà. Donc, à un moment, c'est ça que moi j'aime, c'est que l'astrologie nous ramène inexorablement à la vie. Et c'est toujours finalement la posture. Des fois, on veut emprisonner les choses, finalement. Tu sais, on est là, non, mais moi, je regarde l'astrologie parce que je veux trop qu'on me rassure, je veux trop qu'on me dise que c'est ça. On voit bien que ça marche pas comme ça. Je veux dire, tu vois, on est là. Tu dis, je vois bien que de toute façon, moi, je peux m'imaginer des choses. C'est comme les transits d'Uranus. Tu peux imaginer ce que tu veux, c'est Uranus. Il te surprendra. Ouais. Toi, tu peux y arriver, enfin, tu peux pas y arriver. Et donc, il y a vraiment ce côté-là de se dire, mais pour moi, ça ramène à la vie. Le fait d'avoir cette posture, d'une part, c'est de dire à chacun, tu es libre. Donc oui, pour moi, il y a quand même des rendez-vous, etc. Je veux dire, on peut pas le nier. Enfin, tu vois, si on observe, mais aucun rendez-vous ne te dit exactement la forme. Tu vois, comme on en parlait tout à l'heure, ce que tu me disais, c'est-à-dire, oui, des fois, il y a un événement, et on le voit hors de l'astro, oui, tu as un événement que tu vas juger difficile et tout, mais c'est cet événement qui va t'amener là où tu es aujourd'hui. Exactement. Tu vois, avec les clés de compréhension que tu as aujourd'hui. Donc, en fait, ça ramène toujours, pour moi, à ce non-jugement et à cette capacité d'être témoin de soi, avec toute la compassion que cela demande, de bienveillance. Et l'ouverture, ouais. Voilà.
Donc finalement, je ne sais pas comment on peut nommer l'astrologie, à part le fait que pour moi c'est la vie. Je trouve que c'est une phrase parfaite pour terminer cette discussion, parce qu'il faut bientôt que j'aille chercher mon petit. En plus. Mais merci Farah, c'était vraiment cool d'avoir cette conversation-là. Je pense qu'on pourrait étayer encore plus en détail chacune des 3 croix, mais on a fait quand même un bon tour. Je trouve c'est intéressant de voir en fait qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité, puis comme angle de lecture sur une carte qui reste sensiblement toujours la même, mais qui vient avoir une nouvelle dimension, on va dire, à travers ces différents points. Ouais. Est-ce que, donc, tu voulais peut-être partager qu'est-ce que tu fais, comment on peut te rejoindre? Je sais pas, je fais ça des fois. Là. Je te laisserai genre, il y a le site internet, il y a la chaîne YouTube, etc. Super. Donc voilà, il y a plein de choses. OK, mais on va aller découvrir, je pense que par Instagram ou par YouTube. Moi, c'est par YouTube que je t'ai rencontré. Et donc, super, merci beaucoup. Puis à une prochaine, sans doute. Avec joie.